Une jeune fille pauvre trouve un millionnaire enfermé dans le coffre d'une voiture. Elle essaie de le sauver, mais quand il voit son visage, il dit « Tu ressembles trait pour trait à ma fille. » Ce qui va suivre changera sa vie à jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le froid mordant de l'aube se répandait parmi les voitures abandonnées tandis que le brouillard recouvrait la casse en périphérie de la ville. Un corbeau se posa sur le toit cabossé. D'une berline noire, son cri résonnant dans le silence. Quelque chose bougea à l'intérieur. Du véhicule rouillé. Dans le coffre entrouvert, Miles Donovan luttait pour respirer. Ses poignets, liés avec du ruban adhésif industriel, étaient à vif à force de frotter contre le métal. Du sang séché formait une croûte sur sa tempe, et chaque inspiration envoyait une vague de douleur à travers ses côtes. Il n'avait aucune idée depuis combien de temps il était là, mais le ciel s'était déjà éclairci pour la deuxième fois. À l'aide, tenta-t-il de crier. Mais sa gorge desséchée ne put émettre qu'un grognement rauque. L'homme d'affaires ferma les yeux, essayant de se rappeler comment il avait atterri. Là, il se souvint de la réunion avec Raymond, son associé, du parking vide. D'un coup à la tête, puis juste des flashs, un entrepôt sombre, des voix se disputant à propos d'argent, et quelqu'un disant « Donovan ne sera plus un problème bien longtemps ». Ah! Bruit de boîte de conserve tombant lui fit ouvrir les yeux. Dehors, une petite ombre se déplaçait entre les voitures. Le cœur de Miles s'emballa. Serait-ce l'un des hommes qui revenait pour finir le travail? Mais ce n'étaient pas les pas lourds d'un adulte. Une enfant apparut devant lui, les yeux écarquillés de surprise en trouvant un homme dans le coffre. C'était une petite fille aux cheveux bruns en désordre et aux vêtements usés. Elle portait un sac à dos presque plus grand qu'elle. « S'il te plaît, aide-moi » murmura-t-il, craignant qu'un mouvement brusque ne la fasse fuir. Elle hésita, regardant autour d'elle comme pour s'assurer qu'elle était seule. « Tu es blessée » dit la fillette en s'approchant prudemment. « Ce sont des méchants qui t'ont fait ça ?» Miles hocha la tête, sentant sa gorge se serrer. « Il faut que je sorte d'ici. » La fillette posa son sac à dos par terre et étonnamment, commença à défaire les nœuds avec des doigts agiles. « Je peux le faire. Grand-mère m'a appris à faire des nœuds solides quand on en a besoin. » Pendant qu'elle travaillait, Miles ne pouvait détacher son regard du visage concentré de l'enfant. Il y avait quelque chose de familier chez elle, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite. La lumière du matin illumina les traits de l'enfant, révélant une petite cicatrice en forme de croissant juste au-dessus de son sourcil droit. « Fais !» La fillette réussit à libérer ses mains et recula un peu. « Tu peux sortir tout seul ?» Miles essaya de bouger, mais ses muscles protestèrent après avoir été immobilisés si longtemps. Il gémit de douleur. « Attends, je vais t'aider » dit-elle en tendant ses petites mains. Avec effort. Et la force surprenante de l'enfant, Miles réussit à se hisser hors du coffre, s'effondrant sur le sol avec un bruit sourd. La lumière du soleil, même filtrée par le brouillard, lui fit larmoyer les yeux. Quand il parvint enfin à faire le point, il regarda droit dans le visage de la fillette et ne put contenir son exclamation « Tu ressembles trait pour trait à ma fille ». La fillette recula, surprise par l'intensité de sa voix. « Je suis désolé » dit Miles rapidement. « Je ne voulais pas t'effrayer. C'est juste que tu ressembles tellement à quelqu'un que je connais. » L'enfant l'étudia un instant, penchant la tête sur le côté dans un geste qui serra encore plus le cœur de Miles. « Tu as une petite fille ?» demanda-t-elle, la curiosité l'emportant sur son appréhension. « Oui » répondit Miles, la voix étranglée. « Comment t'appelles-tu » La fillette secoua la tête. « Grand-mère dit que je ne dois pas dire mon nom aux inconnus. »« Ta grand-mère semble sage » commenta Miles, essayant de gagner la confiance de l'enfant. « Où est-elle ?»« Loin d'ici. Nous vivons. » Elle s'arrêta brusquement, comme si elle en avait déjà trop dit. « Il faut que je trouve de l'aide pour toi. Il y a une route juste là-bas. »« Attends. » Miles essaya de se lever, mais la douleur l'arrêta. « Comment puis-je te retrouver ?» La fillette avait déjà ramassé son sac à dos. « Je viens ici parfois. Grand-mère a besoin de trucs dans les ordures. » Le bruit lointain d'un moteur la fit regarder en arrière, tendue comme un animal sauvage. « Je vais chercher de l'aide, dit-elle avec détermination. »
Reste ici. Avant que Miles ne puisse dire autre chose, elle se faufila entre les voitures avec l'agilité de quelqu'un qui connaissait bien l'endroit. En quelques secondes, elle avait disparu dans le brouillard qui planait encore sur la casse. Miles essaya de l'appeler, mais sa voix le trahit. Il s'appuya contre une voiture abandonnée, le cœur battant la chamade. Ses yeux, cette cicatrice, sa façon de pencher la tête. Ce ne pouvait pas être. Aussi, quelques minutes plus tard, il entendit un klaxon sur la route voisine. Des voix d'hommes s'approchèrent en criant. La fillette avait tenu sa promesse. Ici, cria-t-il avec le peu de force qui lui restait. Je suis ici. 2 camionneurs apparurent parmi les voitures. Mon vieux, tu es en mauvais état, s'exclama l'un d'eux. Une petite fille était au bord de la route, disant qu'il y avait un homme blessé ici. La fillette, murmura Miles. Où est elle? Elle a disparu, dit l'autre homme en sortant son téléphone. Je vais appeler une ambulance. Miles sentit sa conscience lui échapper. La dernière chose à laquelle il pensa avant de s'évanouir fut le visage de l'enfant. Si semblable à quelqu'un qu'il connaissait bien. Visu assoiffé. La lumière vive et aseptisée de l'hôpital fit cligner Miles plusieurs fois jusqu'à ce que ses yeux s'habituent. Ah! Moniteur cardiaque bipait rythmiquement à côté de lui. Bon retour parmi nous, monsieur Donovan. L'infirmière ajusta la perfusion. Vous avez eu de la chance. Les camionneurs qui vous ont trouvé ont dit qu'une enfant criait sur la route, demandant de l'aide. Miles essaya de s'asseoir. La fillette, où est-elle? Nous ne savons pas. Quand l'ambulance est arrivée, il n'y avait personne d'autre que vous. Il laissa sa tête retomber sur l'oreiller. Ce n'était pas une hallucination. La fillette était réelle. 2 jours passèrent avant que les médecins ne l'autorisent à sortir. La police, qui avait pris une brève déposition initiale, voulait maintenant un rapport complet au poste. Miles assis en face du détective Harris, un homme d'âge moyen avec des cernes profonds sous les yeux. Alors, monsieur Donovan, reprenons cela depuis le début. Vous pensez que votre associé, Raymond Beckett, était impliqué dans votre enlèvement? Miles hocha la tête, passant la main sur le bandage de sa tempe. Nous avions une réunion la veille au soir. Raymond voulait que je vende ma part de l'entreprise à un groupe d'investisseurs. J'ai refusé. Harris nota chaque mot. Et ensuite, j'ai quitté le bureau tard. Le parking était vide. Quelqu'un m'a frappé par derrière. Miles ferma les yeux. J'ai entendu des voix parler d'argent, de l'entreprise, de se débarrasser de moi. Avez-vous reconnu une voix? Pas avec certitude. J'étais confus. Le détective fit glisser une tasse d'eau vers lui. Et comment avez-vous atterri à la casse? Je ne sais pas. Je me suis réveillé déjà à l'intérieur du coffre. Miles prit une gorgée d'eau. Puis elle est apparue. L'enfant que vous avez mentionné plus tôt? Une fille. Petite. Miles hésita. Elle m'a délié. Elle semblait savoir exactement ce qu'elle faisait. Pourriez-vous décrire cet enfant? Cheveux bruns. Mince. Vêtements usés. Miles prit une profonde inspiration. Et elle avait une cicatrice au-dessus du sourcil droit. En forme de croissant de lune. Harris fronça les sourcils, notant les détails. Et a-t-elle dit quelque chose? Ah non? D'où elle venait? Elle ne m'a pas donné son nom. Elle a mentionné une grand-mère et qu'elle vient parfois à la casse pour trouver des choses. Miles se pencha en avant. Détective, je dois retrouver cette fille. Pourquoi? Outre la gratitude, bien sûr. Miles sentit ses paumes devenir moites. Devait-il le dire? Il le prendrait pour un fou, traumatisé par l'enlèvement. Peut-être l'était-il. Quand je l'ai regardée, Miles hésita. Elle ressemble trait pour trait à ma fille. Identique. Les mêmes yeux, la même façon de pencher la tête. Même la cicatrice, au même endroit. Harris l'étudia un instant, son expression neutre. Monsieur Donovan. Le traumatisme pourrait. Je ne suis pas confus, l'interrompit Miles. Je sais ce que j'ai vu. C'était comme regarder le visage de ma propre fille. Le détective soupira, prenant une autre note.
Je vais faire une note pour que les patrouilles gardent un œil sur une enfant correspondant à cette description, dit-il. Mais notre priorité, actuellement, est d'enquêter sur votre enlèvement et le lien possible avec votre associé. Miles hocha la tête, sachant qu'il ne servirait à rien d'insister davantage pour le moment. Mais l'image de la fillette ne quittait pas son esprit. « Puis-je y aller » demanda-t-il, se sentant épuisé. « Pour l'instant, oui. Mais ne quittez pas la ville, monsieur Donovan. Nous aurons besoin d'autres dépositions. » Miles quitta le poste pour l'air frais de l'après-midi. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Les gens passaient à côté de lui, occupés par leur propre vie, ignorant complètement la tempête qui grondait en lui. Alors qu'il marchait vers le taxi qui l'attendait, une certitude grandit en lui. Ce n'était pas une simple coïncidence. Il devait retrouver cette fillette, coûte que coûte. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose d'autre que les affaires occupait ses pensées. La fillette mystérieuse, le visage si familier, les yeux qui semblaient le reconnaître sans savoir qui il était. Là où il n'y avait eu autrefois que le vide de la routine, il y avait maintenant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Le taxi déposa Miles à l'entrée de la propriété. Le gravier crissa sous ses pas alors qu'il remontait la longue allée menant au manoir. 2 ans auparavant, les arbres bordant le chemin avaient été taillés en formes artistiques. Maintenant, ils poussaient à l'état sauvage, personne pour s'en occuper correctement. Miles remarqua à peine ces détails. Le manoir se dressait devant lui, imposant et vide. 3 étages de pierre pâle et d'immenses fenêtres, qui, de loin, ressemblaient à des yeux opaques observant son retour. Les lumières du jardin s'allumèrent automatiquement à sa présence, mais l'effet ne rendit pas l'endroit plus accueillant. Miles entra le code sur la serrure électronique et poussa la lourde porte d'entrée. L'alarme bipa et il tapa rapidement le mot de passe. Le silence revint, rompu seulement par le bourdonnement lointain du système de climatisation. « Je suis à la maison », murmura-t-il pour personne. Ses pas résonnèrent sur le sol en marbre du hall d'entrée. À sa droite, le salon était resté exactement tel qu'il était la veille de son enlèvement, canapé en cuir italien, tapis persan, œuvre d'art au mur. À gauche, la salle à manger avec une table pour 12 personnes qui n'avait jamais accueilli plus de 3 convives. Il monta les escaliers sans allumer les lumières. Il connaissait chaque marche, chaque courbe de la rampe. À l'étage supérieur, il passa devant sa propre chambre et continua dans le couloir jusqu'à la dernière porte. Il s'arrêta, la main sur la poignée, prit une profonde inspiration et entra. La chambre d'Anne était restée intacte. Les murs étaient d'un doux ton jaune, des rideaux à fleurs, le lit fait avec le couvre-lit en patchwork que la gouvernante insistait pour garder propre, même après l'accident. Sur le bureau, les livres d'école étaient empilés comme si leur propriétaire pouvait revenir à tout moment pour finir ses devoirs. Miles n'alluma pas les lumières en entrant. Il préférait la pénombre, comme si illuminer complètement la pièce pouvait effacer les souvenirs qui flottaient encore dans l'air. Il alla vers le placard encastré et fit coulisser les portes. Le faible parfum de lavande s'accrochait encore, faible mais tenace, grâce au sachet que la gouvernante remplaçait mensuellement. Il écarta quelques cintres et s'agenouilla devant un petit coffre-fort numérique au fond du placard. Il tapa la date de naissance d'Anne. Et la porte s'ouvrit avec un déclic métallique. À l'intérieur se trouvait un dossier bleu intitulé « Accident », manuscrit. Miles porta le dossier jusqu'au bureau et étala son contenu, rapport de police, conclusion médico-légale, coupure de journaux, photos de la voiture accidentée après qu'elle eût été retirée de la rivière. Il connaissait chaque document par cœur, mais il les revoyait périodiquement, espérant déceler un détail qu'il aurait pu manquer lors des centaines de lectures précédentes. Le véhicule a apparemment perdu le contrôle dans la courbe du pont de Westwood, a défoncé la glissière de sécurité et est tombé dans la rivière à 22h37, lisait le rapport de police. Conditions météorologiques, forte pluie, visibilité réduite. Miles passa ses doigts sur la photographie de la voiture écrasée, une BMW X5 qu'il avait achetée en pensant à la sécurité. Une cruelle ironie. Malgré des recherches intensives menées par des plongeurs sur une période de 2 semaines, le corps de la mineure Anne Donovan, 11 ans, n'a pas été retrouvé, lisait un autre document.
Compte tenu du fort courant de la rivière la nuit de l'accident, on pense que le corps aurait pu être emporté vers la mer. Il écarta les papiers et prit une enveloppe brune. À l'intérieur, il sortit d'autres photographies, Anne souriant pour son 10e anniversaire, Anne montant son premier poney, Anne à la plage construisant des châteaux de sable. Sur toutes, la petite cicatrice en forme de croissant au-dessus de son sourcil droit était visible. Identique, murmura Miles. Exactement identique. Soudain, il se leva et se dirigea vers la commode près du lit. Il ouvrit le tiroir supérieur et écarta quelques vêtements soigneusement pliés. Au fond reposait une petite boîte en velours bleu. En l'ouvrant, l'éclat argenté d'un collier capta la faible lumière entrant par la fenêtre, un délicat pendentif en forme d'étoile scintillante. Miles le tenait dans la paume de sa main, sentant son poids négligeable qui, paradoxalement, semblait porter tout le poids du monde. « Ton collier porte-bonheur », murmura-t-il, se rappelant le jour où il l'avait acheté pour Anne. Elle avait insisté sur le fait qu'elle avait besoin d'une étoile pour y accrocher ses vœux. Depuis, elle ne l'avait jamais enlevé, sauf. Miles ferma les yeux. Le collier avait été retrouvé dans la voiture, coincé dans la ceinture de sécurité, cassé. Comme s'il avait été arraché violemment lors de l'impact. C'était la seule preuve physique qu'Anne avait été dans le véhicule cette nuit fatidique. Il se rassit sur le lit, serrant fort le collier étoile dans sa main. Le métal semblait pulser, chaud contre sa peau, comme s'il essayait de communiquer quelque chose. L'image de la fillette dans la casse revint en force. Les mêmes yeux, les mêmes manières, la même cicatrice. Et si Miles pouvait à peine former la pensée, craignant que le simple fait de lui donner forme par des mots ne puisse la détruire. Et si elle était encore en vie? Le silence de la pièce sembla avaler sa question, mais quelque chose avait changé dans l'air, une énergie différente, comme si les murs du manoir, qui pendant si longtemps n'avaient fait écho qu'à sa solitude, pulsaient maintenant de quelque chose de nouveau. Miles agrippa fermement le collier étoile, laissant son empreinte dans la paume de sa main. Pendant 2 ans, il avait pleuré en silence, gérant des entreprises, assistant à des réunions, vivant mécaniquement. À l'extérieur, l'homme d'affaires pragmatique qui avait surmonté la tragédie. À l'intérieur, un père qui n'avait jamais cessé de chercher des réponses. Maintenant, pour la première fois, il sentait que les réponses pourraient venir à lui. « Je vais te trouver », promit-il à la pièce vide, comme si Anne pouvait l'entendre. « Si tu es là, pars, et je le trouverai. » Il mit le collier dans sa poche et commença à rassembler les documents éparpillés sur le bureau. Mais il ne les remit pas dans le coffre-fort. Au lieu de cela, il plaça tout dans sa mallette de travail. Il aurait besoin de ses papiers. En sortant, il jeta un dernier regard à la chambre d'Anne. Pour la première fois en 2 ans, il alluma la lumière, inondant l'espace de clarté. Il était temps de dissiper les ombres. Tôt le lendemain matin, Miles conduisit jusqu'à la casse. Le ciel était clair, sans le brouillard qui avait recouvert l'endroit le jour de son sauvetage. Le paysage désolé de voitures rouillées paraissait encore plus triste sous la lumière directe du soleil. Il se gara à l'entrée et commença à marcher entre les rangées de véhicules abandonnés. L'endroit était plus grand qu'il ne l'avait imaginé, un labyrinthe de métal tordu et de verre brisé. Chaque pas était prudent, des fragments de verre et des morceaux de métal tranchants menaçaient ses chaussures de luxe. Miles retrouva la berline noire où il avait été emprisonné. Elle paraissait plus petite maintenant, moins menaçante à la lumière du jour. Le coffre était toujours entrouvert, le ruban adhésif qui l'avait lié gisant sur le sol en terre battue. « Quelqu'un ici » appela-t-il, sa voix résonnant parmi les débris métalliques. Seul le bourdonnement lointain des insectes répondit. Miles s'assit sur un vieux pneu à l'ombre d'une camionnette sans fenêtre. Il sortit le collier étoile de sa poche et le tint à la lumière, observant comment les rayons du soleil dansaient sur le métal poli. Il attendit des heures. De temps en temps, il parcourait la casse, cherchant des signes que la fillette était passée par là. Il trouva de petites empreintes de pas à certains endroits, mais rien de concluant. Alors que le soleil commençait à se coucher, il retourna à sa voiture, laissant sur le pneu où il s'était assis un petit paquet avec un sandwich et une bouteille d'eau. Le lendemain matin, il revint à l'aube. Le paquet avait disparu.
Quelqu'un était passé par là. Le cœur de Miles s'accéléra, mais il maîtrisa son excitation. Cela aurait pu être n'importe qui, des ferrailleurs, des sans-abri. Le personnel. 3 fois par jour pendant 2 jours, Miles retourna à la casse. Chaque fois, il laissait de la nourriture à des endroits différents, comme des miettes de pain pour un oiseau fatigué. Chaque fois qu'il revenait, il trouvait les paquets disparus, mais ne voyait jamais qui les avait pris. Le 3e matin, il changea de tactique. Au lieu de rester dans la casse, il parcourut les environs en voiture. C'était un quartier pauvre avec de petits commerces, des maisons modestes et quelques bâtiments abandonnés. Miles entra dans chaque magasin, chaque restaurant, chaque station-service, montrant une photo d'Anne et demandant si quelqu'un avait vu une fille qui lui ressemblait. Les réponses étaient toujours non, souvent accompagnées de regards suspicieux sur son costume cher et sa montre de luxe. Il n'appartenait manifestement pas à cet endroit. « Vous cherchez votre fille, hein ?» demanda une femme d'âge moyen à la boulangerie du coin alors qu'elle emballait son pain. « Quelque chose comme ça ?» répondit vaguement Miles. « Il y a plein d'enfants que personne ne cherche par ici, » commenta-t-elle, en lui tendant le sac. « Et quelques-uns que quelqu'un cherche un peu trop, si vous voyez ce que je veux dire. » Miles comprit l'insinuation. Il était un étranger riche posant des questions sur une enfant. Il hocha poliment la tête, paya et partit, se sentant défait. L'après-midi du 3e jour, alors qu'il conduisait lentement sur l'avenue principale, quelque chose attira son attention. Derrière une petite épicerie, près d'une rangée de bennes à ordures industrielles, une petite silhouette fouillait dans les déchets. Miles se gara rapidement et s'approcha à pied, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. C'était définitivement une enfant, cheveux bruns, vêtements usés, se déplaçant rapidement et précisément alors qu'elle triait ce qui ressemblait à du métal et du carton. Il s'arrêta à quelques mètres, ne voulant pas l'effrayer. « Bonjour » appela-t-il doucement. La fillette se retourna en sursaut et Miles sut instantanément que c'était elle. Les mêmes yeux, le même visage, la même cicatrice en forme de croissant. Un instant, il pensa qu'elle allait courir. Ses muscles étaient tendus, comme un animal sauvage prêt à fuir. Mais ensuite, quelque chose dans son regard changea. Reconnaissance, peut-être ? Vous êtes l'homme du coffre, dit-elle, sa petite voix ferme. Miles hocha la tête, restant où il était. Tu m'as aidé. Tu m'as sauvé la vie. La fillette haussa les épaules, comme si libérer un homme ligoté était une corvée quotidienne. Merci, continua-t-il. Je voulais te remercier. Correctement. Pas besoin, répondit-elle, reportant son attention sur les objets qu'elle collectait. Des morceaux de métal, des canettes, quelques fils de cuivre. Je m'appelle Miles Donovan. Il fit un pas prudent plus près. Et toi ? La fillette hésita, regardant autour d'elle comme pour vérifier si quelqu'un d'autre était là. Puis, avec l'innocence propre aux enfants qui n'ont pas encore pleinement appris l'autopréservation, elle répondit, Josie. Je m'appelle Josie. Josie, Miles. Répéta, comme s'il savourait le son. C'est un joli nom. Elle l'étudia. Avec des yeux curieux. Pourquoi me cherchiez-vous ? Miles se sentit momentanément décontenancé. Comment sais-tu que je te cherchais ? Josie lui adressa un léger sourire, un sourire qui noua l'estomac de Miles. Vous avez laissé de la nourriture. Et vous avez demandé après moi dans les magasins. La dame de la boulangerie est l'amie de grand-mère. Miles faillit rire. Le quartier avait son propre réseau de communication, invisible pour lui. Tu dois avoir faim, dit-il, remarquant sa maigreur. On pourrait manger quelque chose si tu veux. Il montra un restaurant de l'autre côté de la rue. Là-bas, bien en vue, dans un lieu public. Josie réfléchit un instant, son visage montrant la méfiance luttant contre la faim. Vous pouvez l'apporter ici, dit-elle finalement. Je dois finir ça avant que grand-mère ne revienne. Miles hocha la tête, comprenant le message. Elle ne lui faisait pas assez confiance pour aller quelque part avec lui. Qu'est-ce que tu aimes manger ? Des hamburgers, répondit Josie promptement, avec des frites et un milkshake au chocolat. Il sourit. Marché conclu. Ne t'en va pas. 15 minutes plus tard, il était assis sur des caisses renversées près des bennes à ordures.
Josie dévorait le hamburger tandis que Miles la regardait, incapable de détacher ses yeux d'elle. Chaque mouvement, chaque expression semblait à la fois familier et étrange. « Pourquoi étiez-vous dans cette voiture ?» demanda Josie entre deux bouchées. « Des méchants mi-ont-mi » répondit simplement Miles. Josie hocha la tête, comme si cela avait un sens parfait. « Il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes dans le monde, grand-mère le dit toujours. Ta grand-mère semble sage. » « Elle l'est, » confirma Josie, avalant la dernière bouchée de son hamburger. « Je dois y aller. Maintenant. Elle va s'inquiéter. » Miles sentit un pincement au cœur. Il ne voulait pas qu'elle parte. Mais il savait qu'il ne pouvait rien forcer. « Josie, » l'appelait-il alors qu'elle se levait. « Si tu veux me revoir, je serai là demain, même heure. » La fillette l'étudia. À un long moment, ses yeux étonnamment profonds pour quelqu'un de si jeune. Il y avait quelque chose là, pas seulement de la méfiance, mais une sorte de reconnaissance inexplicable. « Peut-être, » répondit-elle finalement, rassemblant les morceaux de métal qu'elle avait triés. « Merci pour le hamburger. » Miles la regarda s'éloigner, portant son petit sac rempli de trouvailles de la casse. Il ne la suivit pas, bien que chaque fibre de son être voulut ne pas la laisser partir. Le silence qui resta entre eux semblait chargé de quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait expliquer, une connexion au-delà des mots, le sentiment que, d'une manière étrange et inexplicable, ils se connaissaient déjà. En rentrant chez lui, cette nuit-là, Miles se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Le collier étoile dans sa poche semblait chaud, palpitant de possibilités. « Josie » se répéta-t-il. « Josie. » Le nom n'était pas Anne, mais le visage, les yeux, la cicatrice, tout le reste était identique. Miles arriva tôt au même endroit le lendemain. Il apporta du café chaud dans un thermos et un sac de pain frais de la boulangerie où la femme plus âgée avait mentionné connaître la grand-mère de Josie. À côté, au restaurant, il commanda 2 autres hamburgers et des milkshakes, les plaçant sur une boîte propre qu'il trouva près des bennes à ordures. Puis il s'assit sur le capot de sa voiture pour attendre. L'agitation de la ville grandit autour de lui, les employés de l'épicerie arrivèrent pour le service du matin, les camions de livraison déchargèrent des marchandises, les gens ordinaires commencèrent leur routine quotidienne. Miles vérifia son téléphone, des dizaines de messages du bureau, tous ignorés. Pour la première fois depuis des années, les affaires pouvaient attendre. Lentement, l'arôme du café dériva dans l'air matinal, se mélangeant aux odeurs moins agréables de la ruelle. Miles jeta un coup d'œil à sa montre toutes les quelques minutes, se demandant si Josie se montrerait réellement ou si le peut-être d'hier n'était qu'un adieu poli. C'est lorsque le soleil était déjà haut dans le ciel qu'un mouvement attira son attention. Cette fois, ce n'était pas une seule petite silhouette, mais 2 personnes qui s'approchaient. Josie marchait devant, sautillant occasionnellement entre les pas. Son sac à dos usé rebondissant contre son dos. Derrière elle, une femme âgée marchait. Droite malgré son âge évident, son visage ridé par le temps. « Vous êtes vraiment venu » s'exclama Josie. En le voyant, sa voix enfantine portant une surprise sincère qui serra le cœur de Miles. « J'avais promis, n'est-ce pas ?» Il sourit, évitant tout mouvement brusque. Son regard se porta sur la femme, qui s'arrêta à quelques pas, une expression prudente sur son visage ridé. « C'est ma grand-mère » présenta Josie en désignant la femme. « Je lui ai parlé de vous et elle voulait vous rencontrer. » Miles se leva du capot et s'approcha prudemment, gardant une distance respectueuse. « Madame, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Miles Donovan. » Il tendit poliment la main. « Votre petite fille, Josie, elle m'a sauvé la vie. » La femme l'étudia un instant avant d'accepter sa poignée de main. Ses mains étaient calleuses, marque d'une vie de dur labeur. « Martha Ellis, » dit-elle, sa voix ferme malgré son âge. « Josie a dit qu'un homme en costume lui avait laissé de la nourriture hier. J'ai pensé que je devrais voir par moi-même. » Il y avait quelque chose de noble dans l'allure de Martha, même dans ses vêtements simples et usés, une dignité qui dépassait ses circonstances. « J'ai apporté du café et du pain, » offrit Miles, désignant les articles qu'il avait posés sur la boîte. « Et d'autres hamburgers. » Josie semblait les aimer. « J'adore les hamburgers, » confirma la fillette, se dirigeant déjà avec empressement vers
Les paquets. Grand-mère, il a acheté des milkshakes aussi. Martha regarda sa petite fille avec un léger sourire avant de reporter son attention sur Miles. Pourquoi faites-vous cela, monsieur Donovan? Les gens, comme vous ne se mêlent généralement pas aux gens comme nous, à moins d'avoir une raison. La franchise de la question ne surprit pas Miles. Il s'attendait à de la méfiance. Votre petite fille m'a sauvé la vie, répéta-t-il simplement. J'étais ligoté, blessé, laissé pour mort. Josie m'a trouvé et m'a libéré. Je veux juste lui rendre sa gentillesse. Martha l'étudia un autre instant, comme pour jauger la sincérité de ses paroles. Josie, inconsciente de la tension entre les adultes, s'était déjà assise sur la boîte et ouvrait joyeusement l'emballage du hamburger. Grand-mère, viens manger, appela-t-elle. C'est encore chaud. Martha hésita, mais céda ensuite, se déplaçant pour s'asseoir près de sa petite fille. Miles sentit que sa résistance faiblissait lorsqu'il s'agissait du bien-être de Josie. Vous et Josie vivez par ici? Demanda Miles, essayant de ne pas paraître indiscret. Nous avons notre endroit, répondit vaguement Martha, acceptant le café qu'il lui offrait. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à nous. Nous vivons sous le viaduc, intervint joyeusement Josie entre deux bouchées de hamburger. Grand-mère a fait une maison avec du carton et des bâches. Il fait chaud quand il pleut. Martha lança un regard d'avertissement à sa petite fille, mais il était trop tard. Le viaduc sur Parkwood Avenue? Demanda Miles, reconnaissant la référence. C'était une zone connue pour les campements de sans-abri, à moins d'1 kilomètre de là. Josie a une imagination fertile. Tenta de minimiser Martha, mais ses yeux trahissaient la vérité. Ce n'est pas de l'imagination, c'est vrai, insista Josie. Nous vivons là avec Monsieur Pett et Madame Rosa. Et d'autres personnes aussi, mais ce sont les gentils. Miles sentit un serrement dans sa poitrine. L'idée que cet enfant, qui pourrait être la sienne, vivait sous un viaduc autoroutier était trop douloureuse à contempler. Avez-vous de l'aide? Services sociaux, refuge. Martha se redressa, sa fierté évidente. Nous n'avons pas besoin de charité, monsieur Donovan. Nous nous débrouillons. Je ne voulais pas vous offenser, dit Miles rapidement. C'est juste que Josie est une enfant. Elle mérite le meilleur. Vous pensez que je ne le sais pas? L'interrompit Martha, une lueur de défi dans les yeux. Vous pensez que je ne lui donne pas tout ce que je peux? Miles recula mentalement, réalisant qu'il avait touché une corde sensible. Bien sûr. Je suis désolé. Josie, sentant la tension, intervint avec l'aisance naturelle d'un enfant. Grand-mère est la meilleure. Elle m'apprend tout. Et quand on trouve de bonnes choses dans les poubelles, elle les vend et achète de la nourriture. La simplicité avec laquelle Josie décrivait sa dure vie toucha profondément Miles. Il y avait une incroyable résilience chez cet enfant, une capacité à trouver de la joie dans les plus petites choses malgré l'adversité. Grand-mère fait une soupe délicieuse avec les restes que nous trouvons, continua Josie avec enthousiasme. Et parfois, quand il y a une foire au parc, nous y allons et les gens distribuent des bonbons et des hot dogs. Martha esquissa un doux sourire, caressant les cheveux de sa petite fille. Josie n'a pas besoin de grand-chose pour être heureuse. Elle a le don de trouver la joie dans les petites choses. Miles observa leur interaction, remarquant l'amour évident que Martha portait à Josie. Il était indéniable que malgré leur pauvreté, la fillette était aimée et protégée. Josie a mentionné que vous l'aviez trouvée, commença Miles prudemment. Si cela ne vous dérange pas que je demande. Comment cela s'est-il passé? Martha prit une gorgée de café, comme pour gagner du temps afin de décider combien. Révélé. Je l'ai trouvée, blessée, il y a environ 2 ans, dit-elle finalement. Elle était confuse, effrayée. Elle ne pouvait même pas dire son propre nom. Le rythme cardiaque de Miles s'accéléra. 2 ans. Auparavant, la même période que l'accident d'Anne. Et avant ça, elle ne se souvient de rien? Martha secoua la tête. Les médecins de la clinique ont dit que c'était une amnésie traumatique. Ça pourrait passer avec le temps, ou pas? Les médecins? Demanda Miles, surpris qu'il y ait eu des soins médicaux. Je suis peut-être pauvre, monsieur Donovan, mais je ne suis pas négligente, dit Martha. Avec dignité. Je l'ai emmené à la clinique dès que je l'ai trouvé.
Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais sans assurance ni papier. Elle laissa la phrase en suspens. Miles se tourna vers Josie, qui jouait maintenant avec la paille de son milkshake, inconsciente de la conversation sérieuse des adultes. Josie, appela-t-il doucement, te souviens-tu de quelque chose avant ta grand-mère? La fillette fronça les sourcils, une expression de profonde concentration que Miles reconnut immédiatement. Anne avait l'habitude de faire exactement ce geste lorsqu'elle essayait de résoudre un problème de mathématiques difficile. Parfois, j'ai des rêves, répondit-elle lentement. D'eau, beaucoup d'eau, et un grand bruit. Elle secoua la tête. Mais je ne me souviens pas vraiment. Ma tête a des trous. Je ne me souviens que de grand-mère. Martha passa son bras protecteur autour des épaules de sa petite fille. Les médecins ont dit que c'est normal. Parfois, le cerveau bloque les mauvais souvenirs pour se protéger. Miles hocha la tête, luttant pour garder son sang-froid. De l'eau, un grand bruit, comme une voiture plongeant dans une rivière par une nuit d'orage. Cette fille, c'est mon âne. La pensée résonna dans son esprit avec une clarté qu'il ne pouvait plus nier. Monsieur Donovan? La voix de Martha le ramena. Au présent. Vous allez bien? Oui, désolé. Il prit une profonde inspiration. Madame Ellis? Josie? J'aimerais vous aider. Pas par charité, mais par gratitude. Martha se raidit à nouveau. Je vous ai dit que nous n'avons pas besoin. Votre petite fille m'a sauvé. L'interrompit doucement Miles. J'aimerais vous aider maintenant. S'il vous plaît. Quelque chose dans son ton, la sincérité palpable dans ses mots, sembla atteindre Martha. Elle l'étudia un long moment, comme si elle essayait de voir au-delà de l'extérieur de l'homme d'affaires prospère. Que proposez-vous exactement? Demanda-t-elle finalement. Miles réfléchit rapidement. Il devait être prudent. S'il révélait ses soupçons maintenant, il pourrait les effrayer. Il devait construire la confiance, étape par étape. Pour commencer, un meilleur endroit pour vivre. Un appartement, peut-être. Rien de luxueux, juste. Quelque chose de sûr et au sec. Les yeux de Josie s'écarquillèrent. Une vraie maison? Avec un lit et tout? Martha semblait tiraillée entre la fierté et la nécessité pratique. Miles pouvait voir la lutte interne dans ses yeux. Pourquoi feriez-vous cela? Demanda-t-elle d'une voix plus basse. Vraiment juste par gratitude? Ou y a-t-il quelque chose de plus? Miles savait qu'il devait être au moins partiellement honnête. Josie me rappelle. Quelqu'un que j'ai perdu, admire. L'aider, vous aider toutes les deux, c'est comme une seconde chance pour moi. Martha l'étudia un long moment. Finalement, à la surprise de Miles, elle hocha légèrement la tête. Je n'ai jamais rien demandé à personne de ma vie, dit-elle, sa voix ferme malgré son émotion contenue. Mais pour Josie, pour elle, j'accepterai votre aide. Néanmoins, nous avons besoin de conditions claires. Bien sûr, acquiesça immédiatement Miles. Quelles que soient les conditions que vous souhaitez fixer. Ce n'est pas de la charité, insista Martha. C'est un marché. Vous fournissez un logement, je m'assurerai que Josie fréquente régulièrement l'école. L'école, interrompit Josie, les yeux brillants. Je peux aller dans une vraie école, avec des livres et d'autres enfants? L'excitation de la fillette pour quelque chose d'aussi fondamental que l'éducation serra à nouveau le cœur de Miles. C'était un droit fondamental qui lui avait été refusé par les circonstances. Oui, une vraie école, confirma-t-il pour Josie. Avant de se retourner vers Martha. Je suis entièrement d'accord avec vos conditions. L'éducation est essentielle. Martha hocha la tête, semblant quelque peu soulagée que Miles ne remette pas en question son autorité sur Josie. Et nous devons garder notre indépendance. Continua-t-elle. Pas nous transformer en votre projet caritatif. Nous sommes des personnes, pas une cause. Absolument, acquiesça Miles, admirant la force de caractère de cette femme. Même dans une extrême pauvreté, elle maintenait sa dignité intacte. Si vous me le permettez, j'aimerais commencer à chercher un endroit aujourd'hui. Martha hésita, puis esquissa un petit sourire, le premier depuis son arrivée. Merci. Pas pour les hamburgers ou le café, mais pour nous avoir vus. Pour nous avoir vus comme des personnes. Miles comprit exactement ce qu'elle voulait dire.
Dans une société où des gens comme Martha et Josie étaient souvent invisibles, le simple fait d'établir un contact visuel et de reconnaître leur humanité était un acte radical. « Grand-mère, est-ce que je peux montrer à Miles notre maison ?» demanda Josie, sautant d'excitation. « Je veux lui montrer ma collection de capsules de bouteilles. » Martha hésita, clairement. Mal à l'aise à l'idée d'exposer leur situation précaire à un étranger fortuné. Mais le regard plein d'espoir sur le visage de Josie était difficile à résister. Peut-être un autre jour, éluda-t-elle. Nous devons rentrer maintenant. Madame Rosa attend les médicaments que je lui ai promis. Josie parut momentanément déçue, mais se ressaisit vite. Demain, alors ? Reviendrez-vous ? Demain, Miles ? Avant qu'il ne puisse répondre, Martha intervint. Monsieur Donovan est un homme occupé. Ma chérie. Il a des réunions de travail. Je serai là, l'assura Miles, souriant à Josie. Même heure. Et peut-être avec quelques annonces d'appartements à vous montrer. Le sourire que Josie lui adressa en réponse illumina toute la ruelle. C'était le même sourire qu'Anne lui adressait lorsqu'il promettait de l'emmener au parc d'attractions le week-end. La même étincelle dans ses yeux, la même fossette sur sa joue gauche. Alors qu'il les regardait s'éloigner, Josie sautillant, Martha marchant droite, digne, Miles sentit une certitude grandir en lui. Cet enfant, avec sa gaieté inébranlable face à l'adversité, avec sa générosité naturelle qui l'avait poussé à aider un étranger dans le besoin, était spécial d'une manière qu'il reconnaissait au plus profond de son être. Même vivant sous un viaduc, récupérant du métal dans les bennes à ordures pour survivre, Josie portait en elle une lumière qu'aucune adversité n'avait éteinte, une lumière que Miles connaissait bien parce qu'il l'avait vue auparavant dans les yeux de sa propre fille. Et maintenant, pour la première fois en 2 ans, il laissait l'espoir véritablement s'épanouir. Ce n'était pas seulement une ressemblance physique ou une coïncidence extraordinaire. C'était quelque chose de plus profond. « Je te ramènerai à la maison », murmura-t-il pour lui-même, regardant la petite silhouette de Josie disparaître au coin de la rue. D'une manière ou d'une autre. 3 semaines s'écoulèrent depuis la première rencontre de Miles avec Martha et Josie. Pendant ce temps, il visita plus d'une douzaine de propriétés, cherchant l'équilibre parfait, un endroit décent et confortable, mais pas si ostentatoire que Martha se sentirait déplacée ou dépendante. Quelque chose qu'elle pourrait appeler chez elle sans que cela ressemble à de la charité. Il trouva finalement l'endroit idéal, une modeste maison de 2 chambres dans une rue calme, avec un petit jardin à l'arrière. La maison avait été récemment rénovée, avec des murs fraîchement peints dans des tons doux et des parquets en bois poli. Rien de luxueux, mais infiniment mieux qu'un espace de fortune sous un viaduc. Le jour du déménagement, Miles arriva tôt. Il avait engagé une petite entreprise de déménagement, principalement pour livrer les nouveaux meubles qu'il avait achetés plutôt que pour transporter les quelques affaires de Martha et Josie. Il supervisa personnellement la livraison de chaque article, des lits confortables, un canapé douillet, une table à manger, des appareils électroménagers de base. Il s'assura que le réfrigérateur et le garde-manger étaient remplis de suffisamment de provisions pour au moins 2 semaines. Dans la plus petite chambre, qui serait celle de Josie, Miles apporta un soin particulier, un lit avec un matelas moelleux, des oreillers douillets et une couette colorée à motifs d'étoiles, une petite étagère pour les livres et un bureau simple mais fonctionnel pour quand elle commencerait l'école. Il n'avait pas surdécoré, il voulait que Josie ait la liberté de transformer la pièce selon ses goûts. Quand tout fut prêt, Miles alla chercher Martha et Josie à leur lieu de rendez-vous habituel, près de l'épicerie. Des pensées anxieuses se bousculaient dans son esprit, et si Martha changeait d'avis à la dernière minute ? Et si la fierté l'emportait sur les besoins pratiques ? Ses inquiétudes s'évanouirent. Quand il les vit approcher, Josie sautillait pratiquement d'excitation, tandis que Martha marchait d'un pas ferme, portant 2 sacs en plastique qui semblaient contenir tous leurs biens terrestres. « Allons-nous voir notre nouvelle maison ?» demanda Josie dès qu'elle fut proche, les yeux brillants d'anticipation. « Oui. Allons, » répondit Miles en souriant. « C'est déjà prêt. » Martha paraissait tendue, tiraillée. Entre le soulagement d'avoir enfin un foyer sûr et le malaise d'accepter de l'aide. Miles avait appris à respecter ce conflit interne, ne faisant jamais de commentaires qui pourraient paraître condescendants. Le trajet en voiture fut silencieux,
Josie pressant son visage contre la vitre, observant les rues. Martha était assise droite sur le siège passager, les mains fermement posées sur les sacs sur ses genoux, petit trésor qui avait survécu au temps difficile. Quand ils s'arrêtèrent devant la maison, Miles nota la subtile détente dans les épaules de Martha. La façade était simple, avec un petit porche et un modeste jardin devant, rien qui ne crie à la charité d'un homme riche, juste une maison normale dans un quartier calme. « C'est ça ?» demanda Josie, les yeux écarquillés. « C'est si joli. »« C'est ça ?» confirma Miles en coupant le moteur. « On entre ?» Les trois marchèrent jusqu'à la porte d'entrée. Miles tendit un jeu de clés à Martha, un geste symbolique, qui valait plus que les mots ne pouvaient l'exprimer. C'était leur maison maintenant, et Martha en avait le contrôle. La femme âgée tint les clés un instant, le métal brillant contre sa peau usée. Puis, avec une résolution inattendue, elle inséra la clé dans la serrure et ouvrit la porte. Josie fut la première à entrer, un petit tourbillon d'énergie et de curiosité. « Il y a des meubles et tout !» s'exclama-t-elle, filant d'une pièce à l'autre. « Grand-mère, viens voir, il y a un grand frigo. » Martha entra plus lentement, ses yeux examinant chaque détail. Miles resta un pas en arrière, la laissant prendre son temps, la laissant sentir l'espace comme le sien. Le salon était accueillant, avec un canapé confortable faisant face à une petite télévision. La cuisine, bien que compacte, avait tous les appareils nécessaires. Une table à manger avec 4 chaises était installée dans un coin ensoleillé. « Grand-mère, il y a une chambre pour moi. » La voix de Josie résonna dans le couloir. « Avec mon propre lit ?» Martha suivit la voix de sa petite fille, Miles la suivant de près. Ils trouvèrent Josie déjà étalée sur le lit, testant la couette à motif d'étoiles. « C'est si doux », déclara la fillette en s'enfonçant dans les oreillers. « Je ne me suis jamais allongée sur quelque chose d'aussi doux. » Martha toucha doucement la couette, comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse au moindre contact. Ses yeux rencontrèrent ceux de Miles, un océan d'émotions inexprimées dans son regard. « Il y a une chambre pour toi aussi, » dit Miles doucement. « Juste là. » La chambre de Martha était simple mais digne, un lit double. Avec un matelas ferme, comme Miles supposait qu'elle le préférait, une commode solide, un petit placard et une chaise près de la fenêtre. « C'est plus que ce à quoi je m'attendais, » dit enfin Martha, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « C'est le moins que vous méritiez, » répondit Miles. « Vous méritez toutes les deux un endroit sûr. » Josie avait découvert le jardin et ses exclamations ravies se faisaient entendre. Martha regardait par la fenêtre sa petite fille courir dans le petit espace vert, plus libre que jamais. « Je n'ai jamais rien demandé, » dit Martha doucement, regardant toujours Josie dans le jardin. « Je n'ai jamais aimé dépendre de qui que ce soit. » Elle se tourna vers Miles, les yeux brillants de larmes retenues. « Mais merci. Merci. De nous avoir vus. » C'était exactement ça. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour la maison, les meubles ou la nourriture dans le réfrigérateur. C'était de la gratitude d'être vus comme des êtres humains, pas comme des problèmes sociaux. Des statistiques, d'avoir leur dignité respectée même lorsqu'elles avaient besoin d'aide. « Grand-mère, il y a des fleurs dans le jardin !» cria Josie de l'extérieur. « Est-ce que je peux m'en occuper? Est-ce que je peux ?» Un sourire adoucit le visage las de Martha. « Bien sûr que tu peux !» répondit-elle assez fort pour que Josie l'entende. Miles regarda la scène, le cœur plein. Cette maison, ces meubles, ce jardin, c'était plus que des objets matériels. Ils représentaient un changement fondamental dans la vie de ces deux personnes. Pas seulement un toit, mais la sécurité. Pas seulement des murs, mais la protection. Pas seulement des lits, mais le droit fondamental à un repos digne. Pour Josie, cela signifiait redevenir une enfant, sans le fardeau d'aider à assurer la survie quotidienne. Pour Martha, cela signifiait la possibilité de vieillir avec une certaine dignité, sans la peur constante du lendemain. « Le frigo est plein », commenta Miles. « Et j'ai pris des dispositions pour qu'un marché local livre des provisions chaque semaine. Vous pouvez choisir ce dont vous avez besoin grâce à cette liste. » Il lui montra un bon de commande dans la cuisine. « C'est sur un compte que j'ai ouvert à mon nom. » Martha hocha la tête, acceptant l'aide pratique sans commentaire. Miles savait qu'elle préférait les actions aux mots de gratitude.
J'ai aussi pris des dispositions pour que Josie soit inscrite à l'école du quartier, continua-t-il. C'est à 3 pâtés de maison. Nous pourrons régler les détails dans les prochains jours. L'école, répéta Martha, comme si elle savourait le mot. Elle a toujours voulu ça. Elle demandait quand elle pourrait y aller. Dehors, Josie avait trouvé un petit papillon dans le jardin et le suivait attentivement, son visage éclairé par le soleil de l'après-midi. Un instant, elle ressemblait à n'importe quel enfant normal, sans le poids de la vie dans la rue. Merci, dit à nouveau Martha, cette fois en rencontrant directement les yeux de Miles. Pas pour tout ça, fit-elle un geste autour de la maison, mais pour lui avoir donné une chance. Miles hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Ce que Martha ne savait pas, ce qu'il n'avait toujours pas le courage de partager, c'est que chaque sourire de Josie, chaque moment de joie enfantine sincère, était aussi un cadeau inestimable pour lui. Alors qu'il regardait Josie courir dans le jardin, les derniers rayons de soleil illuminant ses cheveux bruns, résilience extraordinaire et sa capacité à trouver le bonheur dans les plus petites choses, ne pouvait être personne d'autre que son âne. Et maintenant, elle avait à nouveau un foyer. Ah! Commencement. Dans les semaines qui suivirent, une routine réconfortante prit forme. Martha et Josie s'installèrent dans leur nouvelle maison, tandis que Miles leur rendait visite régulièrement, apportant toujours de petits cadeaux déguisés en extra pour ne pas offenser la fierté de Martha. Un livre pour enfants ici, une plante de jardin. Là, un jeu de casserole dont il n'avait plus besoin dans sa cuisine. Josie avait commencé à l'école locale. Après une évaluation initiale, les enseignants constatèrent que malgré ses lacunes scolaires, elle faisait preuve d'une intelligence vive et pouvait suivre les enfants de son âge apparent avec un soutien supplémentaire. Miles organisa des cours particuliers pour l'aider les après-midi, et la fillette absorbait les connaissances comme une éponge assoiffée. La transformation fut visible en seulement un mois. Josie avait pris du poids sainement. Ses joues maintenant rondes et roses, ses cheveux autrefois ternes et maltraités brillaient d'une nouvelle vie. Mais le changement le plus significatif se lisait dans ses yeux. La vigilance constante typique d'une enfant des rues avait commencé à céder la place à une expression plus détendue et confiante. Martha s'épanouit également. Elle garda sa fierté et son indépendance, refusant toute suggestion qu'elle jugeait extravagante. Mais accepta gracieusement les nécessités de base que Miles fournissait. Ses mains, autrefois rugueuses et sèches à force de collecter de la ferraille, montraient des signes de guérison. Elle avait même accepté l'embauche d'une femme de ménage hebdomadaire après que Miles eut insisté sur le fait que cela lui libérait du temps pour aider Josie à s'adapter à l'école. Un samedi après-midi particulièrement agréable, Miles arriva à la maison en portant un panier de pique-nique. Le jardin arrière, que Martha et Josie avaient transformé avec amour, affichait maintenant des parterres de fleurs et un petit jardin d'herbes aromatiques. C'était un endroit parfait pour un repas en plein air. Josie courut l'accueillir à la porte, un puits d'énergie inépuisable dans ses petits pas. « Miles, viens voir ce que j'ai fait à l'école. » Elle le tira par la main jusqu'à la table de la cuisine où un dessin coloré montrait 3 bonshommes allumettes. Un petit aux cheveux bruns, un plus grand aux cheveux gris, et une silhouette masculine dans ce qui ressemblait à un costume bleu. « C'est nous. La maîtresse nous a demandé de dessiner notre famille. » Miles sentit son cœur se serrer au mot famille. Il jeta un coup d'œil à Martha, qui était à l'évier de la cuisine en train de préparer une carafe de limonade. « C'est un beau dessin, Josie, » dit-il, sincèrement ému. « Tu as du talent. » La maîtresse dit que je vais beaucoup m'améliorer quand j'aurai plus de cours d'art, annonça fièrement Josie. Je dessinerai de vraies images, pas seulement des bonshommes allumettes. Martha s'approcha, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle parle de l'école toute la journée. Je ne l'ai jamais vue aussi excitée par quelque chose. Apprendre, c'est amusant, déclara Josie, courant déjà vers le jardin dès qu'elle remarqua le panier de pique-nique. Que as-tu apporté? Avons-nous un dessert? Miles et Martha la suivirent dehors, partageant un sourire secret devant son enthousiasme. Alors qu'ils étendaient la couverture de pique-nique sur l'herbe et disposaient les sandwichs, les salades et les fruits que Miles avait apportés, un sentiment de tranquillité les enveloppa, presque comme s'ils étaient réellement la famille que Josie avait dessinée. Après le repas, Josie demanda à jouer dans la petite cabane en bois que Miles avait installée au coin du jardin la semaine précédente.
La fillette maintenant occupée, Miles trouva enfin le moment qu'il attendait. Une chance de parler en privé avec Martha. Elle s'épanouit. Commenta-t-il, regardant Josie arranger ses poupées de chiffon dans la cabane. Les enfants sont étonnants, répondit Martha, un sourire adoucissant ses rides. Ils s'adaptent, ils se rétablissent. Parfois plus vite que nous, les adultes. Miles hocha la tête, rassemblant le courage pour une conversation qu'il avait repoussée. Martha, commença-t-il, gardant la voix basse pour que Josie n'entende pas. Cela fait un mois que nous nous sommes rencontrés. Je dois avouer que j'ai des questions sur Josie, sur la façon dont elle est venue à vous. Martha se tendit un instant, les yeux toujours fixés sur sa petite fille qui jouait. Pourquoi cela importe-t-il maintenant? Elle va bien, elle est heureuse. Ça. Parce que... Miles hésita, pesant ses mots. Parce que je crois que je connaissais Josie avant. Martha se tourna. Pour lui faire face, son expression maintenant très sérieuse. Que voulez-vous dire? Miles prit une profonde inspiration. Quand j'ai dit que Josie me rappelait quelqu'un que j'avais perdu, ce n'était pas juste une ressemblance fortuite. Martha, j'ai perdu ma fille il y a 2 ans, dans un accident. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le silence qui suivit parut presque physique entre eux. Martha étudia son visage attentivement, comme si elle cherchait des signes de tromperie ou de manipulation. Vous pensez que Josie est votre fille? Demanda-t-elle finalement, sa voix basse et contrôlée. La ressemblance est extraordinaire. L'âge correspond. Et vous avez dit l'avoir trouvée il y a environ 2 ans, sans mémoire, sans nom? Martha baissa le regard, ses mains âgées se tordant. Miles, beaucoup d'enfants se perdent. Beaucoup ont des traumatismes. Cela ne veut pas dire? Puis-je vous montrer quelque chose? L'interrompit doucement Miles, sortant son portefeuille de sa poche. Martha hocha la tête à contre-cœur. Miles s'ouvrit le portefeuille et en sortit une photographie soigneusement conservée. Il la tendit à Martha, observant attentivement sa réaction. Sur la photo, une fillette souriait à l'appareil photo devant un gâteau d'anniversaire avec le chiffre 11 en bougies colorées. Les mêmes yeux en amande que Josie, la même forme de visage, la même cicatrice en forme de croissant de lune au-dessus de son sourcil droit. Martha fixa la photo pendant un long moment, sa main tremblante touchant le visage de la fillette sur la photo. Anne, dit Miles doucement. Ma fille s'appelait Anne. Martha leva les yeux, des larmes brillant dans les siens. Quand j'ai trouvé Josie, elle était trempée, blessée, comme si elle avait été traînée par un courant. Sa voix était presque un murmure. C'était près de la rivière, tôt un matin, après une terrible tempête. Miles sentit son cœur s'emballer. L'accident s'était produit pendant une tempête. La voiture était tombée du pont de Westwood. Martha regarda à nouveau la photo, puis Josie, toujours en train de jouer joyeusement dans la petite maison. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme si un poids caché s'était enfin posé sur elle. C'est elle, murmura-t-elle. C'est l'enfant qui m'est apparu ce matin-là. Le monde autour de Miles sembla momentanément suspendu. Malgré sa certitude grandissante au fil des semaines, entendre Martha le confirmer le rendait indéniablement réel. Comment exactement cela s'est-il passé? Demanda-t-il, la voix pâteuse d'émotion. Martha prit une profonde inspiration, son regard toujours fixé sur Josio. Loin. Je ramassais de la ferraille près de la rivière, comme je le faisais tous les matins. La tempête de la nuit précédente avait été brutale. La rivière était haute, pleine de débris. Elle s'arrêta, se souvenant. Puis je l'ai vue. Une petite silhouette effondrée parmi les rochers sur le rivage. J'ai d'abord cru que c'était une autre poupée abandonnée, mais quand je me suis approché. Martha déglutit difficilement, le souvenir clairement douloureux. Elle respirait, mais inconsciente. Des blessures partout, des vêtements déchirés. Personne d'autre aux alentours. Aucun signe de famille ou de qui que ce soit. Qu'avez-vous fait? Demanda doucement Miles. Ce que toute personne décente aurait fait. Je l'ai emmenée à la clinique la plus proche. Martha se tortilla sur son siège. Momentanément sur la défensive. Les médecins l'ont examinée. Ils ont dit qu'elle avait subi un traumatisme crânien, entre autres blessures. Quand elle a repris connaissance, elle était vide. Ne connaissait pas son nom, son âge, ni d'où elle venait. Et ensuite?
Ils ont appelé les services sociaux, bien sûr. Mais Martha hésita, sans papier d'identité, sans personne la cherchant dans cette zone spécifique, le système est défaillant, Miles. Et lent. Elle serait restée dans un refuge surpeuplé, attendant que la bureaucratie décide de son sort. Miles pouvait imaginer la suite. Martha, seule depuis la mort de son mari, voyant dans cette enfant vulnérable une chance de faire une différence, de compter pour quelqu'un à nouveau. Alors, vous l'avez prise avec vous. Martha hocha la tête, une lueur de défi dans ses vieux yeux. Je ne le regrette pas. Elle avait besoin de soins, de protection. Et moi, j'avais autant besoin d'elle qu'elle avait besoin de moi. Comment avez-vous trouvé le nom de Josie? Un petit sourire adoucit le visage de Martha. C'était le nom de ma fille. Je l'ai perdue à cause d'un cancer il y a 15 ans. Miles absorba cela, comprenant mieux le lien profond entre Martha et la fillette. Ce n'était pas seulement de la charité ou de la gentillesse. C'était une seconde chance pour elles deux. Vous lui avez sauvé la vie, dit-il finalement. Et elle a sauvé la mienne, répondit simplement Martha. Puis, elle leva les yeux pour rencontrer les siens. Qu'allez-vous faire maintenant, Miles? La reprendre? La question flotta dans l'air, chargée de sous-entendus. Miles pourrait facilement faire appel à des avocats, prouver sa paternité avec un test ADN. Réclamer la fille qu'il croyait avoir perdue. Légalement, Martha n'aurait aucun droit. Non, dit-il après un moment de réflexion. Je ne vous ferai pas ça, ni à l'une ni à l'autre. Les épaules de Martha se détendirent visiblement. Mais je pense que Josie mérite de connaître la vérité, continua Miles. Ou du moins, la possibilité. Peut-être que cela aidera sa mémoire. Martha considéra cela, regardant à nouveau Josie. Comment comptez-vous faire? Ce n'est qu'une enfant. Avec honnêteté et gentillesse, répondit Miles. Si vous me le permettez. Après un long moment, Martha hocha la tête. Elle vous aime bien. Elle vous fait confiance. Peut-être que cela aidera à combler les espaces vides en elle. Miles prit une profonde inspiration, sentant le poids de la responsabilité. Puis-je lui parler maintenant? Oui, décida Martha en se levant du banc. Je vais faire plus de limonade. Vous aurez besoin d'intimité. Tandis que Martha partait pour la cuisine, Miles se dirigea vers la cabane en bois où Josie jouait. Il s'agenouilla à l'entrée, trop grand pour passer par la petite porte. Puis-je entrer dans votre royaume, princesse Josie, demanda-t-il. Avec un sourire. La fillette rit. Tu es trop grand. Mais tu peux regarder par la fenêtre. Miles contourna la petite maison et se pencha pour regarder par la petite fenêtre. À l'intérieur, Josie avait disposé ses poupées de chiffon. En cercle, comme si elle faisait la fête. Que fait-elle? demanda-t-il. L'anniversaire de Lily, répondit Josie en désignant une poupée aux cheveux noirs. Elle a 7 ans, comme moi. Le cœur de Miles manqua un battement. 7 ans, l'âge qu'Anne avait quand elle s'était fait cette cicatrice en tombant de vélo. Josie, appela-t-il doucement. Pouvons-nous parler un peu, juste nous deux? La fillette parut momentanément déçue de quitter son jeu, mais elle hocha bientôt la tête, sortant de la cabane pour rejoindre Miles sur la pelouse. Pouvons-nous nous asseoir là-bas? Miles désigna un petit banc de jardin. À l'ombre d'un arbre. Une fois assis, Miles sentit le poids de ce qu'il allait dire. Comment expliquer quelque chose d'aussi complexe à un enfant? Josie, commença-t-il, tu sais comment parfois les gens se perdent, n'est-ce pas? La fillette hocha la tête solennellement. Comme Madame Rosa au viaduc. Elle a perdu son fils et ne l'a jamais retrouvé. Miles déglutit difficilement, touché par sa compréhension précoce de la perte. C'est vrai. Parfois, nous perdons des gens que nous aimons beaucoup. Il s'arrêta, rassemblant son courage. Il y a 2 ans, j'ai perdu ma fille dans un accident. On n'a jamais retrouvé son corps. Depuis, je porte un vide que je n'ai jamais pu combler. Les yeux de Josie s'écarquillèrent de compassion enfantine. Votre petite fille est morte? Tout le monde le pensait, répondit Miles prudemment. Mais moi, je n'en ai jamais été sûr. Et puis quoi? Demanda Josie alors qu'il s'interrompait. Puis tu es apparu, termina Miles, sa voix à peine plus qu'un murmure. Et tu lui ressembles tellement, Josie.
Parfois, j'ai du mal à respirer quand je te vois. La fillette pencha la tête, confuse mais attentive. Je ressemble à votre fille? Miles hocha la tête, sortant à nouveau une photo de son portefeuille. Voici Anne, ma fille. Prudemment, Josie prit la photo, la tenant par les bords comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Elle étudia l'image avec une intensité surprenante pour quelqu'un de son âge. Elle me ressemble, murmura-t-elle, touchant la cicatrice au-dessus de son sourcil, identique à celle de la fillette sur la photo. Mais je ne sais pas qui elle est. Miles observait chacune de ses réactions, chaque nuance de son expression. Il n'y avait aucune reconnaissance dans ses yeux, juste de la curiosité et peut-être une certaine confusion. Ce n'est pas grave, la rassura-t-il, sa voix douce. Tu n'as pas à te souvenir tout de suite. Ton cœur le saura peut-être avant ta tête. Josie continua de regarder la photographie, ses yeux allant et venant entre le visage sur la photo et Miles. Vous pensez? Commença-t-elle avec hésitation. Vous pensez que je pourrais être elle? Que je pourrais être votre Anne? La franchise de la question frappa Miles de plein fouet. Je pense que c'est possible, oui. Répondit-il honnêtement. Mais le plus important, c'est que tu sois Anne ou Josie, je tiens beaucoup à toi. Et je veux que tu sois heureuse. La fillette hocha la tête, absorbant cette information avec l'extraordinaire résilience dont les enfants font souvent preuve. Grand-mère Martha dit qu'elle m'a trouvé près de la rivière. Partagea-t-elle doucement. Que je ne me souvenais de rien. Que j'ai dû tout réapprendre. Oui, elle me l'a dit. Confirma Miles. Elle a très bien pris soin de toi. J'aime grand-mère, affirma fermement Josie. C'est ma famille. Bien sûr, acquiesça rapidement Miles. Et elle le sera toujours, quoi qu'il arrive. Josie regarda à nouveau la photo, puis Miles. Ses yeux, laids, même que ceux d'Anne, semblaient contenir une sagesse au-delà de son jeune âge. Si je suis votre fille, commença-t-elle prudemment, est-ce que ça veut dire que vous êtes mon papa? La simplicité de la question faillit briser le sang-froid de Miles. Oui, répondit-il, la voix pâteuse d'émotion. Cela voudrait dire que je suis ton père. Josie réfléchit à cela un instant, son visage sérieux devant l'importance de la conversation. Puis-je garder la photo? Demanda-t-elle finalement. Pour que je puisse la regarder davantage. Bien sûr. Répondit Miles, surpris et touché par la demande. Parfois, j'ai des rêves. Confessa doucement Josie, presque comme si elle partageait un secret. Il y a beaucoup d'eau et un grand bruit, et quelqu'un qui crie mon nom. Mais ce n'est pas Josie que j'entends. Miles sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quel nom entends-tu? Josie fronça les sourcils, se concentrant. Je ne sais pas. Je ne m'en souviens plus quand je me réveille. Mais ce n'est pas Josie. Ils restèrent silencieux un moment, côte à côte sur le banc de jardin. Miles résista à l'envie de la serrer dans ses bras, sachant qu'il devait respecter son espace et lui permettre de traiter les choses à son propre rythme. Ce n'est pas grave de ne pas se souvenir, dit-il enfin. Les souvenirs peuvent revenir avec le temps. Ou peut-être pas. De toute façon, tu es toujours toi. Josie le regarda, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Si je suis votre Anne, ce serait cool. Parce que vous êtes gentil. Puis, avec le changement de sujet brusque que seuls les enfants peuvent gérer, elle demanda, avez-vous apporté un dessert pour le pique-nique? Miles ne put s'empêcher de rire, malgré les larmes qui menaçaient de se former. Oui, j'en ai apporté. De la tarte aux pommes. Ta préférée. Comment saviez-vous que c'est ma préférée? Miles sourit, sentant une chaleur familière remplir sa poitrine. Juste une supposition. Alors qu'il retournait vers la couverture de pique-nique où Martha attendait avec de la limonade fraîche, Miles regarda Josie courir devant, plaçant soigneusement la photo d'Anne dans la poche de sa robe. Peu importait qu'elle retrouve tous ses souvenirs ou non. Peu importait qu'elle accepte un test ADN ou qu'elle préfère rester simplement Josie. Ce qui importait, c'est qu'elle était vivante, elle était en sécurité, et il avait eu une seconde chance de faire partie de sa vie. Et cela, en soi, était un miracle dont il serait éternellement reconnaissant. 2 semaines après la conversation dans le jardin, Miles proposa quelque chose qu'il planifiait depuis un certain temps.
C'était un samedi ensoleillé et Josie était particulièrement joyeuse alors qu'elle mangeait le petit déjeuner que Martha avait préparé. Josie, commença Miles pendant que la fillette dévorait une crêpe garnie de fruits, j'aimerais t'emmener quelque part de spécial aujourd'hui, si toi et Martha êtes d'accord, bien sûr. Josie leva les yeux, le visage brillant de curiosité. Où ça? Miles échangea un regard significatif avec Martha, qui se tenait près de la cuisinière. Ils en avaient discuté la veille au soir, après que Josie fût allée se coucher. Chez moi, dit-il. Il y a des choses là-bas qui pourraient t'aider à te souvenir. Martha s'essuya les mains sur son tablier, observant attentivement sa petite fille. Ces dernières semaines, depuis que Miles lui avait montré la photo, Josie posait plus de questions sur son passé, de petits fragments de rêves et de sensations qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer. Martha savait que cette étape était nécessaire, aussi difficile soit-elle pour elle. La chambre d'Anne est toujours là, expliqua Miles à Martha, bien que ces mots s'adressent aussi à Josie, exactement comme elle l'a laissé. Josie regarda d'un adulte à l'autre, essayant de saisir la signification du moment. C'est un voyage? Demanda-t-elle, simplifiant la situation d'une manière que seuls les enfants peuvent faire. Miles sourit. Oui, un voyage très spécial. Puis-je emmener Monsieur Moustache? Demanda Josie, faisant référence au lapin en peluche que Miles lui avait donné la semaine précédente. Bien sûr. Et grand-mère Martha peut venir. Aussi si elle veut. Martha n'hésita qu'un instant avant d'hocher la tête. Oui, j'irai. Avec vous. 1 heure plus tard, la voiture de Miles franchissait les imposantes grilles de la propriété où il vivait. Josie pressait son visage contre la vitre, les yeux écarquillés alors que le manoir se dressait devant eux. Vous vivez dans un château, s'exclama-t-elle en serrant fort Monsieur Moustache. Miles sourit, observant sa réaction dans le rétroviseur. Ce n'est pas exactement un château, juste une maison trop grande pour une seule personne. Martha, assise sur le siège passager, resta silencieuse, mais ses yeux absorbaient chaque détail. Miles pouvait sentir son malaise, le contraste frappant entre leur réalité était écrasant. Alors que Martha avait lutté pendant des années pour fournir le strict nécessaire à Josie, voici la preuve que la fillette avait peut-être autrefois vécu dans l'abondance. C'est magnifique, commenta enfin Martha, la voix contrôlée. Miles se gara devant l'entrée principale. Merci d'être venu, dit-il, en se tournant vers Martha. Je sais que ce n'est pas facile. La femme âgée hocha la tête, comprenant-le. Non dit. Si Josie était réellement Anne, ce moment représentait à la fois une guérison potentielle et le début d'une transition compliquée dans leur vie. Josie était déjà sortie de la voiture, sautillant impatiemment à l'entrée pendant que les adultes suivaient plus lentement. Y a-t-il une piscine? Demanda-t-elle en se dandinant d'un pied sûr l'autre. Et un chien? J'ai toujours voulu un chien. Il y a une piscine à l'arrière, répondit Miles, en déverrouillant la porte d'entrée. Mais je n'ai pas de chien. Peut-être qu'on pourra y penser plus tard. Ils entrèrent dans le luxueux hall d'entrée, avec son sol en marbre et son grand lustran cristal. Josie tourna sur elle-même au milieu, absorbant chaque détail avec un émerveillement enfantin. C'est comme dans les films, déclara-t-elle. Martha sembla légèrement se rétrécir, diminuée par la grandeur qui l'entourait. Miles remarqua son malaise et lui toucha doucement le bras. Ce n'est qu'une maison, dit-il doucement. Des meubles et des murs. Vous avez donné à Josie quelque chose de bien plus précieux que tout cela. Martha releva le menton, un geste que Miles reconnaissait comme sa façon de rassembler ses forces. Elle mérite de connaître chaque aspect de la vie, y compris celui-ci. Miles hocha la tête, respectant la dignité de la femme. Puis il se tourna vers Josie, qui explorait déjà le salon adjacent. Josie, appela-t-il doucement, il y a un endroit spécial que j'aimerais te montrer. La fillette revint rapidement à ses côtés, la curiosité brillant sur son visage. Miles lui tendit la main, qu'elle prit avec empressement. C'est à l'étage, expliqua-t-il en indiquant le grand escalier. Martha, voulez-vous nous rejoindre? La femme âgée accepta, les suivant. À l'étage supérieur, Miles les conduisit dans un couloir, passant devant plusieurs portes fermées, jusqu'à ce qu'ils atteignent la dernière. Là, il s'arrêta, la main
tremblant légèrement sur la poignée. Ceci, dit-il, la voix un peu tendue, était la chambre d'Anne. Josie regarda la porte fermée avec une soudaine solennité, comme si elle sentait l'importance de ce moment. Martha se tenait un pas en arrière, silencieuse mais solidaire. Miles prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. La pièce était exactement telle qu'elle était restée pendant 2 ans, un sanctuaire figé dans le temps. Des murs roses tendres, des meubles blancs délicats, un lit à baldaquin avec des draps à fleuraux. Centre, flanqué de tables de chevet surmontées de lampes ballerines. Des étagères tapissaient. Tout un mur, rempli de livres et de jouets. Un bureau près de la fenêtre contenait encore une pile de livres d'école et des crayons de couleur rangés dans un pot en porcelaine. C'est sa chambre, se corrigea Miles, l'émotion claire dans sa voix. Josie fit un pas hésitant à l'intérieur, serrant toujours Monsieur Moustache. Ses yeux parcoururent chaque centimètre, absorbant tout. C'est tout rose, murmura-t-elle. Anne adorait le rose, expliqua Miles. Depuis qu'elle était toute petite. Martha resta à l'embrasure de la porte, regardant Josie se déplacer lentement dans la pièce, comme en transe. Josie s'approcha du lit, touchant doucement la couette. Puis elle se dirigea vers l'étagère à jouets, ses doigts glissant sur les livres. Elle s'arrêta devant une rangée d'ours en peluche soigneusement disposés sur une étagère basse. Miles et Martha regardaient en silence, craignant que le moindre mot ne brise ce qui ressemblait à un profond moment de connexion. Josie leva lentement la main. Vers un ours en particulier, un brun avec un nœud bleu délavé autour du cou. Ses petits doigts touchèrent le nœud, puis, dans un mouvement étonnamment naturel, elle prit l'ours et le serra dans ses bras. « Je connais cet ours », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les adultes. Miles fit un pas en avant, le cœur battant à tout rompre. « Tu le connais ?» Josie hocha la tête, son visage enfoui dans la fourrure douce de l'ours. Il s'appelle Capitaine. Miles chancela légèrement, ayant besoin de s'appuyer sur le bureau. Oui, murmura-t-il. Capitaine Brun. Anne l'appelait toujours comme ça. Josie serra l'ours plus fort, fermant les yeux. Une seule larme roula sur sa joue. Je ne sais pas. Pourquoi, dit-elle, la voix étranglée par des émotions qu'elle ne comprenait pas entièrement, mais je me sens chez moi ici. Martha se couvrit la bouche avec sa main, essayant de retenir sa propre émotion. Miles s'agenouilla, gardant une distance respectueuse pour ne pas effrayer Josie. Ce n'est pas grave, la rassura-t-il. Ce que tu ressens est important. Josie ouvrit les yeux, serrant toujours l'ours. J'ai mal à la tête quand j'essaie de me souvenir. C'est comme s'il y avait une porte verrouillée. Ne force pas, conseilla Martha, intervenant finalement. Pour les rejoindre. Les souvenirs sont comme des oiseaux craintifs. Ils reviennent quand ils se sentent en sécurité. Josie hocha la tête, trouvant du réconfort dans la sagesse simple de sa grand-mère. Tenant toujours l'ours, elle continua de regarder autour de la pièce. Elle s'arrêta au bureau, ses yeux attirés par un cahier couvert d'autocollants en forme d'étoile. Puis-je regarder ? demanda-t-elle en jetant un coup d'œil à Miles. Bien sûr, dit-il. Tout ici est à Anne. Josie ouvrit le cahier, révélant des pages d'écriture enfantine, des journaux intimes d'une fillette de 11 ans, des pensées et des sentiments. Consignés avec des stylos colorés. Elle feuilleta quelques pages, parcourant les mots sans les lire entièrement, plus comme si elle absorbait l'essence du cahier plutôt que ses spécificités. Soudain, elle s'arrêta sur une page. Doit toucher une petite photo collée là, Miles et Anne dans un parc d'attractions, tous deux souriants, chacun tenant une barbe. Papa. Je me souviens, dit Josie, sa voix à peine audible. La grande roue. J'avais peur quand elle s'est arrêtée tout en haut. Miles sentit son monde basculer. Oui, réussit-il à dire, manquant de s'étouffer avec le mot. Anne avait peur. Elle m'a serré la main si fort que ça a laissé des marques. Josie continua de fixer la photo, ses yeux dérivant quelque part entre le présent et les fragments du passé, qui commençaient à émerger. Il y avait de la musique, continua-t-elle, comme en transe. Des lumières colorées qui tournaient. Martha s'approcha, posant une main douce sur l'épaule de Josie. La femme âgée avait les larmes aux yeux, mais arborait une expression d'acceptation, douloureuse mais nécessaire. Josie.
se tourna soudainement vers Martha, une nouvelle anxiété éclairant ses yeux. « Grand-mère, demanda-t-elle. La voix tremblante, si je suis sa fille, si je suis Anne, est-ce que je devrais te quitter ?» La question flotta lourdement dans l'air, chargée de peur et d'incertitude. Martha regarda Miles, demandant silencieusement de ses yeux. Miles s'agenouilla à nouveau pour être à la hauteur de Josie. « Jamais, dit-il fermement. Cette maison est pour vous deux, toujours. »« Mais si je suis ta fille, insista Josie, confuse. »« Alors nous apprendrons comment être une famille différente, expliqua doucement Miles. Une famille plus grande. Parfait. Grand-mère Martha sera toujours ta grand-mère. Rien ne changera cela. » Martha ne put retenir ses larmes maintenant. Pour la première fois depuis que Miles l'avait rencontrée, la femme forte qui avait affronté tant d'épreuves se permit d'être complètement vulnérable. « Merci, murmura-t-elle à Miles. Il secoua la tête. « Ne me remercie pas. Tu es la raison pour laquelle Anne, Josie, est vivante. Tu l'as aimée quand je ne pouvais pas. Cela fait de toi une partie de notre famille pour toujours. » Josie regarda de l'un à l'autre, essayant de traiter la complexité du moment avec la compréhension d'un enfant. Puis, avec la simplicité que seuls les enfants possèdent, elle offrit la solution parfaite: nous pouvons tous vivre ici. Il y a beaucoup de place. Et Monsieur Moustache aimerait le jardin. Miles gloussa doucement tandis que Martha essuyait ses larmes. C'est quelque chose dont nous pouvons parler, répondit-il en échangeant un regard avec Martha. Ce qui importe, c'est que nous restions ensemble. De la manière qui te convient le mieux. Josie hocha la tête, satisfaite de cette réponse. Elle reporta son attention sur la pièce, tenant toujours Capitaine Brun. « Puis-je voir le reste de la maison » demanda-t-elle, sa curiosité enfantine revenant. « Bien sûr, » répondit Miles, soulagé du passage à un sujet plus léger. « Explorons ensemble. » Alors qu'ils quittaient la pièce, Josie marchant entre Miles et Martha, chacun tenant une de ses mains, quelque chose de fondamental avait changé. Les fragments de mémoire qui refaisaient surface étaient comme de petites lumières illuminant un chemin qui avait été sombre pendant si longtemps. Peu importait que Josie retrouve tous les souvenirs d'Anne ou construise une nouvelle identité à partir de morceaux du passé et de ses expériences avec Martha. Ce qui importait, c'est qu'après tant de temps séparés par le destin, l'univers avait trouvé un moyen de réunir ces trois cœurs brisés en une nouvelle configuration familiale, une famille choisie par l'amour, pas seulement par le sang. Et peut-être que c'était le genre de famille le plus pur que l'on puisse avoir. Dans le calme de son bureau à domicile, Miles étudiait des documents étalés sur un bureau en acajou. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Josie avait ramassé Capitaine Brun dans la chambre rose. Pendant ce temps, des souvenirs épars avaient continué à refaire surface, de petits flashs du passé que la fillette partageait avec une aisance croissante. Martha et Josie occupaient maintenant une aile entière du manoir, avec des chambres qu'elles décoraient ensemble. La transition avait été progressive, respectant leur rythme. Miles insista pour qu'elles conservent également la modeste maison qu'il leur avait initialement donnée, afin qu'elles aient leur propre espace quand elles le souhaitaient. Le téléphone sonna, le sortant de ses pensées. C'était Gregory Wells, son avocat de longue date. « Greg » répondit Miles. « Des nouvelles ?»« Oui, et c'est important. Puis-je passer dans 1 heure ?» Miles fronça les sourcils, percevant l'urgence dans la voix habituellement posée de Gregory. « Bien sûr. Je t'attendrai. » Après avoir raccroché, Miles regarda par la fenêtre du bureau. Dans le jardin, Josie jouait avec le nouveau chiot Golden Retriever qu'ils avaient adopté la semaine précédente. Martha était assise sur un banc à proximité, tricotant, tout en surveillant sa petite fille. La scène de normalité domestique le remplissait encore d'émerveillement. Il craignait parfois que ce ne soit qu'un rêve dont il pourrait se réveiller. Exactement 1 heure plus tard, l'interphone annonça l'arrivée de Gregory. Miles le rencontra dans le hall d'entrée. Un homme d'une 60aine d'années, les cheveux gris méticuleusement peignés, portant un costume impeccable. Miles le salua l'avocat d'une poignée de main ferme. « Merci de me recevoir si rapidement. »« Allons au bureau » suggéra Miles, en le conduisant dans le couloir. « Voulez-vous du café, de l'eau »
De l'eau, s'il vous plaît, répondit Grégory en s'installant dans l'un des fauteuils pendant que Miles versait 2 verres sur glace. Une fois assis, Grégory ouvrit sa mallette et en sortit quelques documents. « J'ai les informations que vous avez demandées », commença-t-il, une expression sérieuse sur le visage. « Concernant votre enlèvement et l'enquête. » Miles se pencha en avant. La police travaillait sur l'affaire depuis des mois, mais les progrès avaient été lents. Jusqu'à maintenant. Apparemment. Le détective Harris m'a contacté hier, continua Grégory. Ils ont eu une percée dans l'affaire. L'un des hommes impliqués dans votre enlèvement a été arrêté pour un autre crime et a négocié une peine. Il a avoué. Oui. Et pas seulement ça. Il a nommé ceux qui l'ont planifié. Grégory s'arrêta, évaluant la réaction de Miles. L'enlèvement a été organisé par Raymond Beckett. Miles sentit un frisson lui parcourir l'échine. Raymond, son associé depuis 15 ans. L'homme qui l'avait soutenu alors que l'entreprise passait d'une petite start-up à une société multimillionnaire. L'homme qui avait assisté aux funérailles symboliques d'Anne, passant un bras autour des épaules de Miles et promettant de l'aider à surmonter cela. Pourquoi ? Demanda-t-il simplement, bien qu'il soupçonne déjà la réponse. L'argent, évidemment. Répondit Grégory avec un soupir las. Selon la confession, Raymond négociait secrètement la vente de l'entreprise à un conglomérat international. Il voulait acheter l'entreprise entière, mais Raymond n'arrivait pas à vous convaincre de vendre votre part. La réunion que nous avons eue avant l'enlèvement était une dernière tentative pour obtenir votre accord par des moyens légaux, compléta Grégory. Quand vous avez refusé, Raymond a décidé que votre élimination était le seul moyen d'obtenir le contrôle total. Miles se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. De là, il pouvait encore voir Josie jouer avec le chiot, courant en cercle avec une balle jaune. Savait-il pour Anne ? Demanda Miles, le dos toujours tourné à Grégory. Je ne crois pas, répondit l'avocat avec prudence. Le plan semble avoir été simplement de vous faire disparaître. Peut-être un accident. L'enlèvement était une improvisation de dernière minute quand ils ont vu le parking vide. Miles hocha lentement la tête, absorbant l'information. Pendant plusieurs minutes, il resta silencieux, regardant sa fille retrouvée se prélasser dans l'innocence de l'enfance. « Quelles sont les prochaines étapes ?» demanda-t-il finalement, se tournant pour faire face à Grégory. Raymond a déjà été placé en garde à vue pour interrogatoire. Avec la confession du complice et les preuves financières que nous avons trouvées, le procureur pense que nous avons un dossier solide. Et l'entreprise ? Puisque vous étiez associé à parts égales, avec Raymond en détention, vous assumez automatiquement le contrôle opérationnel. Mais j'imagine que vous voudrez réévaluer le partenariat maintenant. Miles retourna à son siège, son expression étonnamment calme, même pour l'avocat chevronné. « Je veux dissoudre le partenariat, déclara-t-il. Racheter ça, par à sa juste valeur marchande. Rien de plus, rien de moins. » Grégory nota l'instruction, mais s'arrêta, son stylo planant sur la page. Miles, dans ces circonstances, vous seriez en droit de le forcer à vendre à des conditions bien pires. Je ne suis pas intéressé par la vengeance, Greg, répondit Miles calmement. Il a essayé de tout me prendre. Mais j'ai retrouvé ma fille. C'est tout ce qui compte. L'avocat étudia son client un instant, un respect sincère sur son visage. Je comprends, dit enfin Grégory, terminant ses notes. Je préparerai les documents nécessaires. Il y a encore une chose. Il plongea la main dans sa mallette et en sortit une enveloppe officielle. Le juge a approuvé votre requête. Compte tenu de l'identification positive par test ADN et des circonstances extraordinaires de l'affaire, Anne Donovan a été légalement déclarée vivante. Miles prit l'enveloppe, sentant son poids émotionnel bien plus que son poids physique. Et le statut de la garde ? Demanda-t-il, la voix tendue. Comme nous l'avions demandé, le tribunal a reconnu la garde partagée entre vous et Martha Ellis. Ce n'est pas un arrangement conventionnel, mais le juge a privilégié le bien-être émotionnel de l'enfant. Miles expira un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Martha mérite ça. En fait, elle mérite bien plus. Le juge était d'accord. Sa contribution au bien-être d'Anne ou de Josie a été fondamentale dans la décision.
après le départ de Gregory, promettant d'autres mises à jour le lendemain, Miles resta dans son bureau, contemplant les documents sur son bureau. Son esprit n'était pas sur les termes légaux ou financiers, mais sur l'ironie du destin. Le même homme qui avait orchestré sa quasi-mort avait involontairement ouvert la voie pour qu'il redécouvre sa fille. Le bruit de pas léger le ramena au présent. Josie se tenait à l'embrasure de la porte du bureau, le chiot somnolent dans ses bras. « Pouvons-nous entrer ?» demanda-t-elle, sa nouvelle confiance lui permettant de se déplacer librement dans le manoir. « Toujours. » sourit Miles en désignant le canapé en cuir dans le coin du bureau. Josie entra et s'y installa, caressant doucement la fourrure dorée. Qui était cet homme? Gregory, mon avocat. Un vieil ami. Il avait l'air sérieux. Miles hocha la tête, toujours honnête avec elle. C'était sérieux. Tu te souviens? Je t'ai parlé de comment j'ai été blessé, des méchants qui m'ont laissé dans la vieille voiture? Josie hocha la tête. Au cours des dernières semaines, Miles avait progressivement partagé des bribes de son histoire, à un rythme que Martha et un pédopsychiatre avaient jugé approprié. La police a découvert qui était responsable, expliqua simplement Miles. La méchante personne qui t'a fait du mal? Oui. Quelqu'un que je connaissais. Quelqu'un qui travaillait avec moi. Josie absorba cela, avec la capacité surprenante qu'ont les enfants d'accepter des complexités qui pourraient dérouter bien des adultes. Es-tu en colère? Contre lui? Demanda-t-elle après un moment. Miles considéra sa question, admirant sa perspicacité. Je suis déçu. Triste aussi. Mais pas vraiment en colère. Pourquoi pas? Parce que si ce n'était pas arrivé, je ne t'aurais peut-être jamais retrouvé. Josie sourit, le genre de sourire qui illuminait ses yeux. Alors, c'était une mauvaise chose qui s'est transformée en bonne chose. Exactement. La simplicité de son point de vue était rafraîchissante. Miles se promit de ne jamais perdre cette capacité à trouver la lumière dans l'obscurité que Josie affichait si naturellement. Sustave le lendemain matin, Miles conduisit seul jusqu'au centre de détention où Raymond attendait son audience. La visite avait été arrangée par Gregory. Bien que l'avocat ait remis en question la sagesse d'une telle rencontre. Vous n'avez rien à y gagner, avait argumenté Gregory, et vous ne lui devez rien. Ce n'est pas pour lui, avait répondu Miles simplement. C'est pour moi. Le centre de détention était un bâtiment gris terne, sentant le désinfectant bon marché et le café rassis. Miles fut escorté jusqu'à une salle de visite où il attendit plusieurs minutes avant que la porte ne s'ouvre à nouveau. Raymond Beckett entra, menotté, un contraste frappant avec le costume cher qu'il portait encore, maintenant. Froissé après une nuit en cellule. Son visage, normalement rubicond et confiant, paraissait pâle. Et hagard. Ses yeux, cependant, conservaient encore une trace de l'arrogance qui l'avait toujours caractérisé. Salua-t-il, essayant de maintenir son sang-froid alors qu'il s'asseyait en face de la table. J'ai demandé à mon avocat de contacter le vôtre. Tout cela est un grotesque malentendu. Miles étudia l'homme qu'il considérait autrefois comme un ami. Comme il le connaissait peu? En vérité, ce n'est pas un malentendu, Raymond. Votre homme de main a tout avoué. Raymond pâlit visiblement, mais força rapidement une expression nonchalante. Quel est ton angle, Miles? Tu es ici pour remuer le couteau dans la plaie ou offrir une sorte d'accord? Il n'y a pas d'angle, pas d'accord. Miles garda sa voix calme. Contrôlée. Je suis juste venu dire que je connais la vérité. Et que tu as perdu. Raymond eut un rire amer et forcé. Perdu? Je suis temporairement détenu, au pire. Mon avocat est le meilleur de l'État. Et même si je passe un certain temps désagréable, j'ai toujours ma part de 50% de l'entreprise. Je gagnerai plus d'argent en dormant en prison que la plupart des hommes en travaillant toute une vie. Miles secoua lentement la tête. Tu n'es plus mon associé, Raymond. Le partenariat est en cours de dissolution. Tu recevras la juste valeur marchande pour ta part. Ni plus, ni moins. Tu ne peux pas faire ça, protesta Raymond, l'arrogance momentanément remplacée par la panique. Nous avons besoin d'une approbation mutuelle pour dissoudre, pas quand un associé est inculpé pour tentative de meurtre. De l'autre, répliqua simplement Miles.
Grégory a déjà entamé le processus. C'est légal et juste. Raymond fixa le visage de Miles, cherchant le moindre soupçon de triomphe ou de vengeance, mais n'en trouvant aucun. « Pourquoi ? Fais-tu ça de cette façon ?» demanda-t-il finalement, sincèrement déconcerté. « Tu pourrais me détruire complètement, me laisser sans. »« Bien. Tu m'as trahi, » répondit Miles doucement. « Et tu as perdu. Parce que ce qui compte vraiment, je l'ai retrouvé. »« De quoi parles-tu ? Qu'as-tu retrouvé ?» Miles sourit calmement, déroutant davantage Raymond. « Mon humanité. Ma famille. Ma fille. » Raymond fronça les sourcils, essayant de traiter ses mots. « Ta fille ? Anne ? De quoi parles-tu ? Elle est morte il y a des années. Le corps n'a jamais été retrouvé. » Répondit Miles en se levant. « Et la vie peut corriger ses erreurs de manière surprenante. Au revoir, Raymond. » Sans attendre de réponse, Miles se dirigea vers la porte et frappa pour que le garde le laisse sortir. Derrière lui, Raymond l'appelait, exigeant des explications, des réponses à l'énigme que Miles avait délibérément laissée. Sans solution. Miles ne se retourna pas. Alors, Mansam. 2 semaines plus tard, Miles était dans son bureau à l'entreprise, maintenant entièrement sous son contrôle. Grégory plaça la dernière pile de documents à signer devant lui. « C'est officiellement fait », déclara l'avocat après que Miles eut signé la dernière feuille. La dissolution est enregistrée. La valeur de la part de Raymond a été déposée sur un compte contrôlé par le tribunal. Il n'accédera au fonds qu'après son procès, quelle que soit l'issue. Et la restructuration de l'entreprise ? Grégory sourit, tendant un autre dossier. C'est fait. Aussi. 20% des actions ont été transférées à la nouvelle fondation Josie. Le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité la nouvelle orientation sociale de l'entreprise. Miles ouvrit le dossier, examinant les documents qui officialisaient le plus grand changement de sa vie professionnelle. La fondation Josie, du nom que Martha avait donné à sa fille. Pendant ces 2 années, serait dédiée au soutien des enfants en situation de vulnérabilité et des familles vivant dans la rue. Martha a-t-elle accepté de présider le conseil d'administration de la fondation ? Demanda Miles, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Oui, bien qu'elle ait insisté pour que son rôle soit pratique, pas seulement cérémonial, répondit Grégory avec un sourire, la citant directement, « Je ne vais pas m'asseoir à des réunions. Je travaillerai là où l'aide est réellement nécessaire. » Miles hocha la tête, satisfait. Martha avait trouvé un nouveau but, utilisant son expérience de vie pour guider une initiative qui pourrait vraiment faire une différence pour les personnes qui avaient vécu comme elle. Le téléphone sonna et la secrétaire l'informa que Martha et Josie étaient arrivés pour le chercher pour le déjeuner, comme prévu. « Dites-leur que j'arrive », répondit Miles en se levant et en rassemblant ses affaires. Grégory le regardait avec une expression curieuse. « Vous savez, Miles, pendant toutes mes années de pratique du droit, je n'ai jamais vu quelqu'un réagir à une trahison de cette ampleur avec autant de grâce. » Miles sourit en enfilant sa veste de costume. Quand on récupère quelque chose qu'on pensait avoir perdu pour toujours, Grégory, les autres pertes semblent insignifiantes. Ensemble, ils prirent l'ascenseur jusqu'au hall où Martha et Josie attendaient. La fillette courut serrer Miles dans ses bradés. Qu'elle le vit, tandis que Martha observait avec un sourire serein. « Prêt pour notre pique-nique » demanda Josie avec enthousiasme. « Absolument prêt », répondit Miles en lui prenant la main. Alors qu'il sortait sous le soleil, Miles réfléchit que la vraie justice n'était pas de punir Raymond, mais dans la nouvelle vie que sa trahison avait involontairement permis de fleurir. Une nouvelle famille, une nouvelle mission, une nouvelle chance. Et c'était tout ce qui comptait vraiment. Le printemps était arrivé en force. Le jardin du manoir Donovan, autrefois parfaitement entretenu mais sans vie, débordait maintenant de couleurs et d'un joyeux désordre qui n'arrive que lorsqu'un enfant est autorisé à aider à planter. Des parterres de fleurs sauvages se mêlaient aux rosiers classiques. Un petit carré d'herbes aromatiques, projet personnel de Martha, occupait un coin ensoleillé. En ce samedi après-midi particulièrement parfait, Josie jouait dans le jardin avec Max, le Golden Retriever qui était déjà presque de sa taille, bien qu'encore un chiot maladroit. Il courait parmi les parterres de fleurs, faisant attention à ne pas écraser les fleurs qu'elle avait aidé à planter. Martha était partie à une réunion de
La fondation Josie, quelque chose qui la faisait encore sourire d'incrédulité. Une femme qui avait passé des années à fouiller pour survivre dirigeait maintenant une organisation philanthropique dotée de ressources substantielles. La vie avait des manières curieuses de changer de cap. Miles était dans la maison, censé travailler dans son bureau, mais après 2 heures de révision de rapports financiers, il ressentit une envie irrésistible. Il se dirigea vers la salle de musique, un endroit où il était rarement entré avant que Josie ne revienne. Dans sa vie, assis au piano à Steinway, intact depuis 2 ans, il fit courir ses doigts sur les touches, se rappelant des sensations presque oubliées. Sans vraiment réfléchir, ses doigts trouvèrent une mélodie qui montait des profondeurs de sa mémoire, la berceuse qu'il jouait pour Anne quand elle était petite. C'était une composition simple, quelque chose qu'il avait imaginé. Dans les premières semaines après sa naissance, pendant de longues nuits à la bercer pour l'endormir. La mélodie avait un soupçon de mélancolie, mais portait aussi un espoir serein, comme un bateau glissant doucement sur des eaux éclairées par la lune. Dehors, dans le jardin, Josie s'arrêta soudainement dans son jeu. Tout son corps s'immobilisa, comme si un instinct primitif s'était activé. Max, confus par le changement brusque, aboya doucement, poussant la balle avec son museau pour attirer à nouveau son attention. Mais Josie resta immobile, la tête légèrement penchée, les yeux mi-clodants. Une concentration intense. La mélodie flottait par la fenêtre ouverte, de douces notes dansant dans l'air de l'après-midi. Josie ferma complètement les yeux, laissant la musique l'envelopper. Quelque chose changea en elle. Pas seulement un souvenir, mais une sensation physique, comme si son corps reconnaissait la berceuse avant que son esprit ne puisse la nommer. « Attends, Max », murmura-t-elle au chien perplexe, sa voix presque inaudible. Josie ouvrit les yeux, sans une seconde de réflexion, courut vers la maison. Ses pas légers étaient à peine audibles alors qu'elle traversait le hall, montait les escaliers jusqu'au 2e étage et parcourait le couloir. Mais elle ne se dirigea pas vers la salle de musique où Miles jouait. Au lieu de cela, ses pieds la portèrent automatiquement vers la chambre rose, la chambre d'Anne. Au cours des mois écoulés depuis leur emménagement, la pièce avait connu de petits changements. Certains des jouets plus enfantins avaient été échangés contre des livres plus adaptés à son âge actuel. Les murs restaient roses, affichant maintenant ses propres dessins encadrés. C'était un espace où passé et présent coexistaient, reflétant les 2 identités. Au sein de la fillette, Josie se dirigea directement vers la coiffeuse blanche dans le coin. Sur sa surface se trouvait une petite boîte à bijoux en bois. Un cadeau récent de Miles. Elle l'ouvrit avec un soin presque révérencieux, bien qu'elle ne puisse expliquer pourquoi. À l'intérieur, reposant sur une doublure en velours bleu, se trouvait un pendentif en forme d'étoile sur une délicate chaîne en argent. Le collier que Miles avait trouvé après l'accident, le collier qu'Anne n'avait jamais enlevé. Josie ramassa le pendentif, sentant sa présence presque impondérable dans la paume de sa main. L'argent était froid au toucher, mais se réchauffa rapidement contre sa peau. Elle contempla l'étoile scintillante, la faisant tourner lentement pour voir comment elle captait la lumière du soleil. Et puis cela arriva. La vague de souvenirs la submergea. Pas des fragments épars cette fois, mais une vague continue et puissante, comme un barrage qui cède enfin. Des images, des sons, des sentiments. Tous parfaitement vifs et connectés en un récit cohérent, comblant les vides de son âme. La première fois qu'elle avait eu le collier, assise sur les genoux de Miles pour son 7e anniversaire. Pour y accrocher tous tes vœux, avait-il dit en attachant le délicat fermoir derrière son cou. Les soirées dans la salle de musique, blotties sur le canapé en velours vert, regardant les doigts de son père danser sur les touches du piano, la même mélodie la berçant jusqu'au sommeil. Un trajet en voiture. Par une nuit pluvieuse, rentrant d'un récital scolaire. Les essuie-glaces balayant. Rapidement. La voix de Miles au téléphone, nous sommes presque arrivés. Des lumières vives dans l'obscurité. Un camion dérapant. Miles donnant un coup de volant sec. Un fracas assourdissant de métal contre métal. Le monde basculant. La ceinture de sécurité serrée sur sa poitrine. De l'eau. Entrant par les fenêtres. Froid. Obscurité. Panique. La voix de Miles, faible. Distinct. Anne. Ses petites mains luttant contre la ceinture de sécurité. Le flot d'eau montant.
peur écrasante. Et puis, l'obscurité totale. Josie, Anne chancela. Sous l'impact de ses souvenirs, s'accrochant à la coiffeuse pour se soutenir. Des larmes coulaient sur son visage, inaperçues. Son corps tremblait, non de peur, mais de la force pure des révélations qui la submergeaient. Anne, murmura-t-elle. Pour elle-même, testant le nom. Je suis Anne. Elle se regarda dans le miroir de la coiffeuse, étudiant son propre reflet comme si elle le voyait pour la première fois. Les mêmes yeux qu'elle avait toujours eus, le même visage, la même cicatrice en forme de croissant au-dessus de son sourcil droit. Mais maintenant, elle voyait plus. Elle voyait toutes. Les couches d'identité, le puzzle entier enfin complet. Serrant le pendentif étoile. Dans sa main droite, elle sortit en courant de la pièce. Ses pas résonnèrent dans le couloir alors qu'elle se dirigeait vers la salle de musique. Attirée par une urgence venant de chaque cellule de son corps. Miles, assis dos à la porte, jouait toujours la berceuse, perdu dans ses propres souvenirs. Il s'arrêta en pleine phrase quand il entendit des pas précipités derrière lui. « Josie, tu vas bien ?» demanda-t-il en se tournant sur le banc du piano. L'inquiétude peinte sur son visage. Elle se tenait à l'embrasure de la porte, respirant fort, des larmes brillant dans ses yeux. Sa petite main serrait le pendentif étoile si fort que ses jointures étaient blanches. Un instant, ils se regardèrent simplement. Un silence plein de possibilités s'étirant entre eux. « Papa, dit-elle enfin, la voix tremblante. Je me souviens. » Miles se figea. Au cours des derniers mois, il s'était habitué à sa remémoration progressive de fragments, de petits flashs qu'elle mentionnait nonchalamment pendant le dîner ou en jouant. Dans le jardin. Tout le monde, Miles, Martha, les médecins, avait convenu qu'elle pourrait ne jamais recouvrer entièrement ses souvenirs. Et que ce serait bien ainsi. « Te souvenir de quoi, ma chérie ?» demanda-t-il doucement, craignant d'imposer ses propres espoirs sur ce qui pourrait n'être qu'un autre fragment. La fillette traversa la pièce et s'arrêta devant lui, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité qu'il n'avait pas vue depuis avant l'accident. « De tout, répondit-elle, sa voix claire, changée. Je suis Anne. Je me souviens de tout. » Miles sentit le monde s'arrêter. Un instant. L'air bloqué dans ses poumons. Ses mains, toujours sur les touches du piano, tremblaient légèrement. La musique, continua-t-elle, les mots se bousculaient dans une précipitation. Tu la jouais toujours avant que je m'endorme. Tous les soirs. Et quand je faisais des cauchemars, tu venais au piano, même. Au milieu de la nuit, et tu jouais jusqu'à ce que je me rendorme. Miles hocha simplement la tête en silence, aucun mot ne se formant dans sa gorge. Et le collier, continua Anne en ouvrant sa main pour révéler l'étoile d'argent. Tu me l'as donné pour mon 7e anniversaire. Tu as dit que c'était pour mes vœux. Et je ne l'ai jamais enlevé. Sauf quand j'allais nager, parce que j'avais peur qu'il rouille. Des larmes coulaient maintenant sur les joues de Miles, mais il ne fit aucun mouvement pour les essuyer. Et cette nuit-là, la nuit de l'accident, sa voix vacilla, mais elle continua. Nous rentrions de mon récital scolaire. Il pleuvait si fort. Tu étais au téléphone avec quelqu'un, disant que nous étions presque à la maison. Mais ensuite, elle cligna des yeux, revivant le souvenir qui avait été enfermé tout ce temps. Ensuite, quelque chose s'est passé. Des lumières vives. Un camion. La voiture a dérapé. Je me souviens du grand fracas, et puis de l'eau, tellement d'eau. Miles glissa du banc du piano pour s'agenouiller devant elle, toujours incapable de parler, mais ne rompant jamais son regard. La ceinture de sécurité s'est coincée. Continua Anne, sa voix maintenant juste un murmure. J'ai essayé de l'ouvrir, mais je ne pouvais pas. L'eau se précipitait. Il y avait beaucoup de bruit. Puis le silence. Je me souviens juste d'avoir flotté dans l'obscurité. Puis plus rien, jusqu'à ce que je me réveille sur la rive, ne sachant pas où j'étais, ni même qui j'étais. Miles la serra dans ses bras, la tenant comme s'il craignait qu'elle ne lui échappe à nouveau. Ses épaules étaient secouées de sanglots silencieux, des années de douleur, de chagrin et enfin de soulagement se déversant d'un coup. Et grand-mère Martha m'a trouvé. Dit doucement Anne, sa voix étouffée contre son épaule. Elle m'a sauvé quand je n'avais rien, pas même mon nom. Elle s'est occupée de moi comme si j'étais la sienne. Miles se recula juste assez pour voir le visage de sa fille,
le visage dont il avait rêvé pendant 2 interminables années. Anne, réussit-il enfin à dire, ce seul mot portant chaque émotion qu'un cœur humain pouvait contenir. Mon Anne. Elle sourit à travers ses larmes, le même sourire qu'il se rappelait depuis le premier jour où il l'avait tenue dans ses bras. Je suis à la maison, papa, dit-elle simplement. Je suis enfin à la maison. Martha revint en début de soirée pour trouver le manoir inhabituellement silencieux. Inquiète, elle appela Josie et Miles, mais n'obtint aucune réponse immédiate. Ce fut Max, le chiot, qui courut l'accueillir, aboyant avec enthousiasme avant de retourner en courant vers le salon, voulant clairement qu'elle le suive. Là, elle trouva Miles et Josie, Anne, comme elle avait commencé à penser à elle, assis ensemble sur le canapé dans un silence doux. La tête de la fillette reposait sur l'épaule de son père, le collier étoile maintenant suspendu autour de son cou. Martha, dit Miles en la remarquant, sa voix sonnait différemment. Un mélange d'épuisement émotionnel et de contentement profond. Quelque chose d'incroyable s'est produit. La femme âgée s'approcha, remarquant leurs yeux rouges, signe de larmes récentes. Grand-mère, appela la fillette, en lui tendant la main. Quelque chose dans son ton fit s'arrêter Martha. Il y avait une nouvelle qualité là, une complétude. Anne demanda Martha doucement, utilisant le nom qu'elle prononçait rarement. La fillette hocha la tête, souriant à travers des yeux encore humides. Je me suis souvenu, grand-mère, de tout. Martha plaça sa main sur son cœur, s'affaissant dans le fauteuil le plus proche. De tout? L'accident, la rivière, et comment tu m'as trouvé? Anne se leva et traversa la pièce jusqu'à Martha, prenant les mains usées de la femme âgée dans les siennes. Tu m'as sauvé quand je n'avais rien, pas même mon nom. Tu m'as tout donné. Martha regarda Miles, la question inexprimée dans ses yeux. Il hocha la tête, confirmant l'incroyable transformation. C'était la musique, expliqua-t-il. Je jouais sa berceuse au piano, et ça s'est connecté d'une manière ou d'une autre au collier. Puis, et tout est revenu. Termina Anne, comme un film qui se déroulait dans ma tête, tout d'un coup. Martha sourit à travers de nouvelles larmes. Alors, tu es vraiment elle. Complètement. Je suis Anne. Donovan, confirma la fillette, la voix ferme. Puis, se penchant pour embrasser la joue de Martha, elle ajouta, mais je suis aussi un peu Josie Ellis. Toujours. Martha la serra fort dans ses bras, se permettant enfin de pleurer, non de tristesse ou de perte, mais de soulagement et de clôture. Pendant 2 ans, elle avait craint ce moment, craignant que si les souvenirs d'Anne revenaient, elle pourrait perdre la petite fille qu'elle aimait. Maintenant, elle comprenait qu'il n'y avait pas de perte, seulement une transformation. Les mois suivants apportèrent leurs propres ajustements, naturellement. Le manoir Donovan, qui avait été silencieux et sombre pendant si longtemps, fut complètement transformé. L'odeur de la pâtisserie emplissait souvent la cuisine, où Martha enseignait à Anne des recettes simples. Des rires résonnaient dans les couloirs. Des fleurs fraîches du jardin décoraient les tables. La musique du piano de Miles redevint un incontournable de la maison, maintenant, souvent accompagnée de la jeune voix d'Anne qui chantait. Un bel après-midi d'automne, près d'1 an après le retour des souvenirs d'Anne, Miles trouva Anne et Martha dans le jardin, cueillant les dernières roses de la saison. Il s'arrêta un instant, capturant la scène dans son esprit, sa fille, autrefois perdue et retrouvée, et la femme remarquable qui était devenue une partie essentielle de leur vie. Anne l'aperçut et se précipita pour le serrer dans ses bras, une habitude qu'elle avait reprise avec empressement. Maintenant âgée de 12 ans, elle commençait à montrer des signes de l'adolescente. Qu'elle serait bientôt, mais elle conservait toujours la spontanéité affectueuse que Josie et Anne avaient toujours partagée. « Regarde, papa !» s'exclama-t-elle en lui montrant un arrangement floral qu'elle avait fait. « Grand-mère m'a appris à assortir les couleurs. »« C'est magnifique !» loua Miles, échangeant un sourire entendu avec Martha qui s'approchait plus lentement, portant un panier de fleurs à son bras. Ils s'assirent ensemble sur un banc de jardin, profitant de la douce lumière du soleil d'automne. Anne jouait avec Max à quelques mètres de là, son énergie débordante contrastant avec le contentement paisible des adultes. « C'est presque surréaliste, n'est-ce pas ?» dit Martha, regardant sa petite fille courir sur la pelouse. «
Comment tout s'est mis en place, malgré toutes les chances. Miles hocha la tête. Tu m'as trouvé quand je ne savais même plus qui j'étais, leur avait dit Anne une fois, dans les premiers jours après le retour de sa mémoire. La phrase était restée avec lui et Martha, résumant parfaitement l'extraordinaire voyage qu'ils avaient partagé. Et tu m'as guéri. Quand je pensais qu'il était trop tard, répondit Miles, se rappelant ses propres mots à cette occasion. Vous deux. Martha sourit, ses yeux suivant la silhouette vive d'Anne dans le jardin. Le soleil couchant projetait une lueur dorée sur les cheveux bruns de la fillette. Illuminant la cicatrice en forme de croissant de lune au-dessus de son sourcil, la marque même qui avait aidé à réunir une famille brisée par le destin. En ce moment d'harmonie parfaite, tous trois savaient, sans avoir besoin de le dire, qu'ils avaient forgé quelque chose de rare et précieux des cendres de la tragédie, une famille construite non seulement par des liens de sang, mais par un choix délibéré, par un amour qui transcendait les conventions et les attentes. Une famille qui s'était choisie, contre toute attente. Et alors que le soleil se couchait sur le jardin fleuri des Donovan, la lumière dorée enveloppa les trois Miles, Martha et Anne, scellant une promesse silencieuse que, quoi que l'avenir leur réserve, ils y feraient face ensemble, renforcés par le miracle qui les avait ramenés à la maison. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.